I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Dans l'ouverture du Radio Pirate Prime de ce matin, on a fait presque 2 heures sur... je l'expliquais dans le Prime, puis pour ceux qui sont là du Prime, je pense que ça ne leur dérangera pas qu'on le dise aux gens du live, mais ce qu'on aime avec la version Prime, puis avec le podcast en général, puis les vidéos, c'est que, contrairement à avant, où on réglait tout en 5 minutes à TV, 5 minutes à radio, 500 mots dans le journal, puis que finalement, vu que ça avait été mal expliqué, on se ramassait avec un problème 10 ans plus tard, qu'on ne savait pas de où il venait. Bien, l'époque d'aujourd'hui, au moins pour les 20, 25, 30 prochaines années, quand il y aura des bebelles qu'on crée aujourd'hui, le podcasting et, je vous dirais, l'explosion des tribunes et de toutes sortes de médias alternatifs nous permettent de prendre du temps pour expliquer les choses et essayer de les comprendre. Et on a parlé... Petite gorgée de bière. On a parlé de... Il y en a qui vont croire à ça. Là. Je ne prends pas de bière. Je prends très peu de bière, donc c'est pas vrai. Mais on a parlé de... Je prends du vin pendant qu'on travaille. Ou c'est plus un genre de rum and coke pendant qu'on travaille. Non, pas de bière la semaine, mais plus du rum and coke. Mais on a parlé du coût de la vie, puis on a parlé de où ça vient, puis on a... faut crier haut et fort, puis il faut que les Québécois arrêtent d'écrire, puis de penser que quand des entreprises ferment, entre autres dans la restauration, c'est parce qu'il y en a trop. Non, il y a des raisons pourquoi l'économie est en train de se rétrécir, puis pourquoi les gens ne sont plus capables d'encourager les entreprises. C'est que les coûts fixes des entreprises, les employés, les taxes municipales, toutes les réglementations maintenant, c'est quasiment impossible de faire de la business et des activités à un prix correct pour la famille. Voici un de mes derniers exemples. Journée de ski à Mont-Tremblant. Okay. Oui. Est-ce que tu l'as vu hier? Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu hier? Je ne l'ai pas vu. OK. Il y en a qui disent, on va pas y aller. Bon, ça, c'est encore des... Non, mais ça c'est des... Ça, arrêtez de dire ça. Là, dites-nous plus ça, là. Ah oui. Tu mets une photo d'un morceau de viande, puis il va dire, mais t'as juste à pas en acheter. Ben oui, t'as juste à pas en acheter. Mais c'est pas ça le sens du message. Le sens du message, c'est que dans 10 ans, tout ce que tu vas pouvoir te payer, c'est des ramen. Ben, c'est ça. Même encore. Donc, quelqu'un a mis sa facture d'une journée de ski à Mont-Tremblant. 2 adultes et 2 gars de 12 ans et moins. Oui. OK? Il y a des frais et il y a des taxes au montant. Quels sont les frais? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais voici le montant que ça coûte faire une journée de ski à Mont-Tremblant pour une famille de 2 adultes et 2 gars en bas de 12 ans. C'est 428,68 $. Arrêtez de dire « Ouais, mais non! Arrêtez les explications niaiseuses. Oui. Il y a un qui n'a pas y aller, il y a un qui n'a pas fait de ski. Arrêtez ça! Il faut comprendre pourquoi. Puis juste de penser que l'entreprise fait ça pour faire de l'argent, on rêve en couleur. Là. On essaie de ne pas régler les problèmes de base. Donc, c'est quand même assez débile. Là. Tu penses que tu t'en vas faire une journée de ski et c'est 428,68 $. C'est complètement débile. Dans les nouvelles, tu sais, des fois, il y a tellement de choses sur... Je ne suis pas très Facebook. Je suis même beaucoup plus TikTok, finalement, que je peux être Facebook. Je suis plus Messenger parce qu'on jase avec beaucoup de monde pour s'envoyer des choses, puis on se nourrit entre nous autres dans des gangs et tout. Là. Mais tu sais, ma plateforme préférée, c'est de loin, c'est X. Bon, c'est sûr que les grandes vedettes qui sont du côté de Davos pour la réunion des gauchistes réunis avec
des gros repas à 200 pièces le couvert, ça arrive en jet privé. Puis là, ben il y a la gang de grosses têtes enflées des grandes universités américaines qui sont là pour faire la leçon. Pour eux autres, ma plateforme préférée qui est X, ça, c'est une plateforme très, très, très dangereuse. For a long time I was on Twitter, and now it's become such a toxic place that I've concluded it's not a worthwhile place to spend time. And as you've said, it is exhausting. So you do have to pick and choose, and you have to think about where are the places where you can get your message across. But I am trying to figure out, I mean, I have given up on X, what a scary name that even is, right? And I don't know what the alternative is right now. So the question of the social media, I must say. Donc, pour les grands bons de... Quand on était jeune, on disait Harvard, on avait des frissons à penser à Harvard. Maintenant, c'est une hostie de place de cinglé. Moi, mes enfants seraient invités à s'en aller à Harvard. Je leur dirais, non, regarde, tu t'en vas pas là, tu vas sortir de là complètement fucké. Université bourrée de fucké. Écoute, ils sont même sur le bord de canceller la lettre X, là. OK? C'est là qu'ils sont rendus, là. Hey, ils parlent d'un nom. Hey, là, ben, X en disant, hey, tu parles d'une lettre puis d'un nom bizarre. C'est donc bien peurant, ça, comme nom. C'est une lettre, câlisse. C'est la lettre X qui existe depuis toujours. Tu vois bien pas, on peut questionner le changement de nom, on peut faire un paquet d'affaires, mais de dire que le nouveau nom de Twitter est un nom épeurant, eh bien, c'est un peu cinglé. En tout cas, moi, c'est ma plateforme préférée. Puis la raison pourquoi j'aime cette plateforme-là, c'est simple. C'est que depuis l'arrivée de Elon Musk, contrairement à ce que c'était auparavant, puis à ce moment-là, c'était peut-être celle-là que j'utilisais quand même, mais je voyais qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. La plateforme X, anciennement Twitter, OK? Depuis que Elon Musk est là, que vous soyez dans un groupe ou l'autre, vous avez l'impression que vous pouvez vous exprimer, puis que vous êtes libre de le faire et que vous ne serez pas ghosté, que vous ne serez pas cancellé, que votre compte... Tu sais, il y a une liberté. Donnons ça à Elon Musk et c'est ce qu'on veut. Il est je dirais, c'est le grand défenseur de la liberté. C'est mon héros depuis à peu près 18 mois, 24 mois. C'est un gars que j'apprécie énormément. Mais pourquoi, une des raisons. Mais juste une seconde, pourquoi il n'est pas le héros des gauchistes? Ben, la raison, c'est pourtant, que avant, c'était leur plateforme. Ah, c'est ça. Qui leur permettait à eux de dire tout ce qu'ils veulent. Et tous les gens qui étaient contre eux étaient ghostés ou bannis. Ça faisait leur affaire, autrement dit. Dans ce temps-là, ils adoraient cette plateforme-là. Ah, mais pourquoi que moi, qui est de tendance de droite, moi, je veux pas les bloquer, les gauchistes. Je veux qu'ils parlent, les gauchistes. Mais moi aussi, je veux parler. Ben, eux autres, là, juste le fait que tu as le même droit qu'eux maintenant, avec la nouvelle plateforme depuis que Elon Musk est là, le fait que tu as les mêmes droits de dire et de t'exprimer sur des sujets, le fait que tu n'as pas les mêmes valeurs qu'eux, que tu n'es pas à la même place qu'eux, ben, eux autres, ils trouvent que la plateforme X, c'est une plateforme qui est toxique. C'est fou en crise quand tu penses à ça, là. Cette communauté-là de grands penseurs gauchistes, oui. C'est carrément des maniaques. C'est des gens intolérants. C'est des gens qui... Ils veulent pas que personne autre qu'eux ait accès à un crachoir. C'est incroyable, hein? Ils ont réussi à amener les médias. Ils ont réussi avec toutes sortes de règles, avec des organismes qui réglementent. Moi, je sais que j'étais victime de ça. À l'intérieur des CA des entreprises, c'est la même chose. Moi, j'ai passé par Bell. Je sais exactement comment le côté politique joue. Donc, ils ont réussi à rentrer un peu partout. Ils sont chez Facebook. Le FBI rentre là. Il y a des gens qui rentrent. Et ils rentraient avant chez Twitter. Avant Twitter, c'est le FBI qui rentrait à tous les matins puis qui disait tel sujet, il faut que tu le ghostes. Telle affaire, il faut que tu le fasses. On le sait. C'est dégueulasse. C'est dans les Twitter Files. OK? On l'a maintenant. Et depuis que Elon Musk est là, c'est la première fois de l'histoire, de tous médias confondus, qu'on a une plateforme complètement libre. Et à leurs yeux, à eux, parce que c'est une plateforme qui est libre et qui laisse à tout le monde, peu importe son statut, peu importe ses réflexions, peu importe ses valeurs, tout le monde a le même droit sur cette plateforme-là. Eux autres, ça les écœure.
Mais n'empêche que même si j'adore ma plateforme, tu sais, quand je prépare le show, je fais 1h30 le soir et je me lève à 5h30 puis je fais quasiment 1h30 aussi le matin. Des fois, je peux étirer un peu plus. Mais je fais à peu près 3-4 heures. Dans la journée, on se tient à jour. Jerry m'en envoie. Mr. White m'en envoie. Les boys qui sont dans d'autres canaux également. Tu sais, on échange beaucoup. Il n'y a rien qu'on échappe bien. Mais j'ai appris que avec l'intelligence artificielle, avec des petits torieux, qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on voit, puis qu'on se dit « Hein, c'est ça cette affaire-là? » Tu te dis « Ben, on crée ça. » Donc, des fois, on a fait des erreurs. Parce qu'on ne savait pas que quelque chose pouvait être assez bien fait pour que ce soit un fake, qu'on s'en rende pas compte. On pensait que les fakes, on pouvait les détecter facilement. Mais on sait qu'aujourd'hui, il faut redoubler de prudence parce que dans la liberté, ben, tu vas avoir toutes sortes de monde qui vont vouloir jouer avec des affaires. Ils vont tordre un peu la réalité. Donc, ça fait partie du monde dans lequel on vit, que ce soit sur X ou peu importe. Là, il faut toujours se méfier de ce qui se passe. Et des fois, il y a des gens qui peuvent nous envoyer des écrans de fumée, puis on ne voit pas ce qu'il y a en arrière. Donc, il faut toujours se méfier. Et hier, j'ai pensé que je m'étais fait avoir un peu avec une genre de photo modifiée en prenant Thomas Gerbet. Thomas Gerbet, on l'a eu en entrevue sur Jeff Liberté. Bon, ça n'a pas été la plus grande entrevue parce qu'il n'a pas voulu planter personne, mais tu sais, j'ai sympathisé avec ce gars-là. J'ai trouvé qu'il faisait le bon job. Je sais qu'il y en a qui l'ont. C'est rendu comme ça, là. J'ai rendu la minute que quelqu'un... Moi, je trouve il fait partie des bons. Ce que j'aimerais qu'il soit encore plus agressif sur quelques affaires. Oui, mais dans le contexte québécois, je pense que Thomas Gerbet, c'est un des meilleurs. OK? Donc, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule là-dessus, même s'il y a des affaires des fois qui nous plaisent moins. Il y en a des fois qui sont plus drastiques. Puis la minute qu'il y a une affaire qui ne fait pas, boum, t'es réglé, c'est fini à vie. Moi, j'ai un côté plus modéré là-dessus. Donc, Thomas Gerbet, à mes yeux, le gars de Radio-Canada, c'est probablement le gars le plus travaillant. C'est le gars que je trouve assez juste. Donc, il fait un bon job. Mais là, vu qu'il est populaire, je me suis dit, ce gars-là, on peut utiliser sa notoriété et on peut utiliser justement le fait que beaucoup de monde le trust, donc la confiance que les gens ont en lui. Donc, tu mets le nom Thomas Gerbet, puis ça peut faire. Donc là, hier, je vois une photo, puis je vois un tweet, et je me dis, attends un peu, c'est-tu un compte fucké? C'est-tu un compte fake? C'est-tu... Mais non, c'est vraiment ce que Thomas Gerbet a écrit. Après vérification, c'est bel et bien arrivé, là. Vous savez que Rio Tinto a annoncé qu'avec la baisse... Rio Tinto, qui sont surtout basés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai été élevé à travers l'Alcan. Rio Tinto produit son électricité à partir de certaines rivières il y a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs au Saguenay, beaucoup de réservoirs, il y en a, tu sais, si vous me demandez qu'est-ce que je m'ennuie le plus du Saguenay, c'est probablement ça, la quantité de lacs, la quantité d'endroits pour aller dans la nature, il y en a, c'est à l'infini. Tu sais, lac extraordinaire, rivière incroyable, le Saguenay, rivière Chicoutimi, le lac Kenogami, le lac Saint-Jean, les lacs plus au nord, dans le coin de Falardeau, il y a la ZEC dans ces coins-là où il y a un autre réservoir. Tu sais, il y a des endroits merveilleux. Et Hydro-Québec a profité de cette générosité de la nature pour mettre de l'équipement sur le Saguenay et d'autres rivières, produire du courant pour Alma et pour Arvida. Par après, ça a profité à l'Abbé, ça a profité à La Terrière. Donc, il y a plusieurs usines maintenant. Et ils produisent eux-mêmes leur courant. Donc, si vous êtes à Jonquière, vous ne payez pas votre compte de courant à Hydro-Québec. Vous payez votre compte de courant à Rio Tinto. C'est ça. C'est eux qui produisent le courant. OK? Mais là, aujourd'hui, avec toutes les affaires, les patentes environnementales, on s'entend qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a comme économie, probablement que ça n'existerait pas aujourd'hui si on avait fait ça il y a 75 ans, 100 ans, parce qu'il n'y a rien de faisable aujourd'hui. Donc, de continuer à développer l'hydroélectricité, de faire des projets avec Hydro-Québec très, très, très difficiles, de par les normes environnementales et tout ce qu'on connaît. Donc, Rio Tinto, pour grossir son énergie pour ses usines, va faire un projet privé d'éoliennes
C'est pas le premier projet privé d'éoliennes au Québec. Mais je ne sais pas pourquoi celui-là, ça semble déranger Hydro-Québec, ça semble déranger le syndicat d'Hydro-Québec. Ça panique, elle est meilleure dans l'électricité, c'est nous autres, on a l'expertise, les Québécois, etc., etc. Et là, Rio Tinto annonce ce projet-là pour, d'abord, garder les jobs et créer d'autres jobs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, c'est un tweet de Thomas Gerbet, d'un gars qui s'appelle, lui, il cite un gars qui s'appelle Haroun Bouazi. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là avant hier. J'allais vérifier qui est Haroun Bouazi. Et Haroun Bouazi, c'est un député de Québec solidaire. Est-ce que tu le connais, toi? Non, je le connais pas. OK. Haroun Bouazi. Je ne sais pas si tu veux taper son nom pour voir son visage. Peut-être que son visage te dit quelque chose. Mais le gars, c'est l'élu de Québec solidaire qui parle d'énergie. OK? Et je cite ce qu'il dit. Pour vous montrer qu'on est dans une place. Je le reconnais, là. Je le reconnais. Non, c'est une place de cave, là. On est dans une place de cave. Je reconnais le gars, là. Sérieux, là. Sérieux, il faut peser sur un crise de gros reset. Il faut recommencer au complet, là. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'ADN qui a fait ça, là, mais sérieux, ça se passe chez nous, là. C'est gênant. Haroun Bouazi, c'est le spécialiste des technologies de pointe pour Québec solidaire. OK, puis il a fait quoi, lui, dans la vie? On ne sait pas. T'as peu. Il y a un bac, t'as peu. Il a étudié, je vais te dire ça, là. Il est un gars qui a étudié à Polytechnique de Montréal. OK, parfait. Il dit, partout où on va mettre une éolienne privée, on ne pourra pas mettre une éolienne qui va servir aux Québécois. On est en train de donner une ressource qui nous appartient et on ne pourra pas utiliser ces gisements de vent pour le public. Non. Celle-là est spectaculaire. Non, ça, Jeff, c'est spectaculaire. Le Québec est reconnu pour inventer des crises de folerie, là. Non, mais ça, on est les meilleurs là-dedans, là. Mais ça, c'est le top, là. Non, ça, Jeff, là, quand tu es un humoriste, mettons, là, c'est le genre de blague que tu cherches, là. C'est le genre de blague. Le vent appartient aux Québécois. Oui. Le vent, c'est comme une ressource. Ah oui. Le vent, c'est comme du pétrole. Oui, c'est ça. Il y a une quantité. Ça n'a aucune valeur, ton crise de vent. Ça se transige nulle part, du vent. Ça a zéro valeur. Ouais, mais si on met une éolienne privée, on ne peut pas avoir une éolienne publique à sa place. Hey, as-tu vu la grosseur du Québec, toi? Hein? As-tu vu le nombre de places que tu peux mettre tes fucking moulins à vent? C'est incroyable. Mais, sérieux? Comment Québec se... Je suis pas gauchiste, je suis pas communiste, mais j'ai rien contre le fait qu'il y ait des gens qui représentent les idées des débiles qui ont ces idées-là. Dans une démocratie, je suis prêt à vivre avec ça. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit complètement éliminer du discours public les idées. Non. Il faut que tu sois au courant qu'il y a des fous dans la place pour te protéger. OK? Faut que tu leur laisses la liberté de s'exprimer et de leur montrer qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour être certain que tu as une vie de misère. J'ai aucun problème avec ça. Mais sérieux, si Québec solidaire, un jour, veut aspirer à passer au-delà de 13-14 %, puis veut avoir, je ne sais pas, moi, 30-35 députés à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent le ménage dans la patente, là. Tu sais, il y a zéro sérieux là-dedans, là. Tu sais, t'as GND qui raconte des conneries à longueur de journée. Là, t'as ce gars-là que je connais pas qui arrive avec une des pires niaiseries qu'on a jamais vues. Comment, man? C'est incroyable, là. Non. C'est du vent, là. C'est du vent. Ce qu'ils veulent faire, là, en ce moment, parce qu'en ce moment, Rio Tinto, ils ont fait des tests de vent dans le coin du barrage
d'un de leurs barrages, là, ça s'appelle Chute des Passes, là. Chute des Passes, c'est à Falardeau. Donc, Lac-Sébastien, Chute des Passes, ces endroits-là, je pense, c'est carrément là, la patente. C'est ça, Chute des Passes? Je pense que oui. C'est le barrage, attends un peu, là. C'est le barrage Chute des Passes. Attends, laisse-moi une minute. Oui. Le barrage Chute des Passes, là, c'est dans le coin, c'est au nord d'Alma. OK, donc c'est plus... C'est haut, là. C'est à 200 km au nord OK, Chute des d'Alma. Passes, c'est plus au lac. OK, parfait. Oui, t'as raison. Donc, autrement dit, ils ont fait des tests de vent. Voir si c'était à la bonne place pour mettre des éoliennes. Mais c'est normal. Il faut faire des tests. Si tu veux avoir une éolienne au prix que ça coûte, il faut que ça tourne. Là. Oui. Donc, le gars de Québec solidaire, lui, il y a des endroits qui ont moins de vent, puis il y a des endroits qui ont plus de vent. Et voilà, il y a des corridors de vent, des ci, des ça. On s'entend-tu, là? Quand tu montes des poteaux, tu ne les montes pas pour au hasard. Là. Non. On a entendu? Au prix que ça coûte. Fait que là, vu que Rio Tinto fait des tests, lui, le gars de Québec solidaire, il dit, ouais, mais s'ils mettent les poteaux là, dans le coin du barrage, ben c'est comme s'ils volaient le vent aux Québécois. Là. Ah oui, c'est carrément ça. Là. C'est carrément ce qu'il dit. Tabarnak. Non, mais c'est spécial. Là. Hey, moi qui ai déjà voulu... Tu sais, moi, j'aurais... Où je suis, j'aimerais ça me mettre une éolienne sur mon terrain pour me fournir en courant. Il s'en vend des éoliennes. Je ne sais pas si tu as vu. Va sur Amazon, il y en a. Oui, il y a des petites éoliennes que tu accroches après la maison, quasiment. On n'a pas le droit. T'as pas le droit. On n'a pas le droit. Hydro-Québec ne te donne pas la permission de produire toi-même ton courant. OK? À part quelques petites exceptions, là, à part s'il n'y a pas de service. Panneau solaire ou une patente de même pour un chalet ou quoi? Ouais, pour un chalet quand il n'y a pas de service, ces affaires-là. Mais c'est que moi, j'embarque une éolienne dans le grid puis sur mon réseau de Hydro-Québec, ils ne veulent pas, là. Mais est-ce comprends-tu que si Hydro-Québec n'a ma place, prendre la place que je veux mettre la mienne, bien lui, il disait, ben oui, là, c'est sûr, c'est pour le public. Là, on pourrait. Donc, moi, personnellement et de manière privée, je ne pourrais pas le faire sur mon propre terrain, mais lui, à l'entendre, vu que c'est du public, on pourrait sacrer ça n'importe où parce que le vent est là, et si on n'utilise pas le vent, c'est une perte. Non, c'est vraiment capoté son affaire. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le départ d'aujourd'hui sur Radio Pirate Live avec la gang de Radio Pirate Prime également. On vient dans un instant. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Mercredi veut dire Joe Hamel sur le Prime et sur le Live. Joe, t'es salué. Tabarnache, je te dirais qu'on a des sujets à pu finir. Il y en a donc bien des sujets. Je dirais que l'environnement, je ne suis pas très pour dire l'actualité, mais c'est plus l'environnement général, nous donne beaucoup de stock à jaser. Dans tes sujets, je veux partir par le dernier. Je veux que tu me jases, je veux entendre ton point de vue sur ce qui se passe avec l'arrivée de Vivek hier, qui s'est joint à Trump d'une certaine manière, puis qu'il est allé au New Hampshire pour introduire Trump. Trump qui était en Iowa avant hier, est allé à New York hier matin pour une histoire de procès en diffamation, arrive après ça au New Hampshire pour un genre de rassemblement parce que, je ne sais pas, ça va être probablement le dernier événement républicain avant que tout le monde concède la victoire à Trump, mais de voir que Vivek s'est tassé après l'Iowa, puis qu'il est là à faire l'ouverture, à se joindre, et que là, ça crie dans la salle VP. Est-ce que tu penses que c'est possible que cette équipe du tonnerre-là soit ensemble pour l'élection de novembre prochain? Ben oui, écoute, je pense que c'est plus que possible, surtout avec ce qui s'est passé dans les derniers jours. Je ne sais pas si tu as vu hier, Trump a publié une espèce de caricature de Nikki Haley avec le logo, une espèce de, un genre de mix de la face de Haley et Hillary Clinton. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient que Haley allait un peu s'infiltrer par la bande et devenir VP. Je pense que ça n'a pas l'air d'être ça qui veut se préparer. Au contraire, je pense que Vivek attire une nouvelle génération de républicains. Moi, je l'adore en passant. Moi, je l'adore. Ça l'a permis aussi, tu sais, les gens, il faut qu'ils réaliser que beaucoup de gens joignent des courses comme ça qu'ils ne peuvent pas gagner
pour gagner de la proéminence. Là, maintenant, tu sais, Vivek, c'est une personnalité conservatrice connue à travers les États-Unis, là, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an. Il commençait à être connu, oui, il a écrit un livre, il était sur le wokisme, etc. Il était intervenant sur certains postes de télé, il était très actif sur les réseaux sociaux, mais aucunement comme c'est le cas actuellement, là. Donc, moi, je pense qu'absolument, ça peut être un potentiel contender pour le poste de VP, là. Parce que, bon, avec ce qui se passe, on est correct avec un bonhomme de 70 ans dépassé qui reprend sa place pour un 4 ans. Mais tu sais, à un moment donné, on va avoir hâte d'avoir un peu de jeunesse. Je pense que ça va prendre un peu de renouveau pour tout le monde. On regarde les sénateurs, on regarde ce que les États-Unis, là, les têtes qu'on voit depuis 20, 25, 30 ans, c'est le temps de voir du nouveau. Là. Je sais qu'il y a aussi dans un clan, il y en a une couple de... Mais ça nous ferait du bien de voir des gens de 40 ans arriver, commencer à prendre le contrôle de la place un peu. Non, non, absolument. Écoute, puis Vivek, c'est purement ça. Je pense qu'il y a ça, 38, 37. Oui, exact. Donc, c'est ça. Je pense que c'est des gens dans leur prime qui doivent, je pense... C'est la même chose, tu sais, à la mairie. On veut pas des gens de vieux finis, pas des vieux finis dans le sens d'âge, mais là aussi des gens qui ont été battus déjà politiquement, qui reviennent, qui sentent... Tu sais, c'est le temps, là, on peut-tu avoir un certain renouveau à tous les paliers? Puis je pense que Vivek, ça le mettrait peut-être en liste là, pour la prochaine présidentielle. Moi, honnêtement, j'aime bien ça. C'est un style qui est complètement différent de Trump. Là. Vivek est très, très centré sur les enjeux, très décomplexé dans sa réponse aux journalistes, mais est beaucoup plus, je pense, minutieux. Il va il va tente de leur répondre et un peu comme on a vu Poilievre avec la pomme et le journaliste, Vivek est un petit peu dans cette... Alors que Trump, il les insulte directement. On trouve ça drôle, mais au final, des fois, c'est pas super effectif là, comme stratégie. Là. Non. Là, on voit le plan tout de suite de Trudeau. Trudeau veut essayer de faire peur aux Canadiens, comme les journalistes le font. Ce qui s'en vient, ça va être un parlement, c'est très difficile pour la démocratie américaine, ça va être un gros test, un gars autoritaire qui va jouer dans des cours qu'on n'a jamais vus, etc. N'importe quoi. Là. Mais ce qu'on bâtit, c'est un peu un genre d'effet. On sait comment ça fonctionne là, pour les gens qui ont peur de tout, là, dans l'époque où on est. Donc, tu fais peur, puis là, après ça, tu fais un lien. Tu vas faire le lien. Trump est là. Poilievre, c'est Trump. Si vous voulez pas de ça, vu que c'est des dangereux, votez pour moi encore, même si j'ai pas été fin dans les 4 dernières années. Donc, la stratégie a l'air assez claire. Là. C'est même pas subtil. Oui, puis écoute, justement, il était de passage à Montréal, Pierre Poilievre. Je l'ai rencontré avec quelques amis, une petite réception. Donc, il y a quelqu'un, justement, qui avait soulevé la théorie, la possibilité, l'hypothèse que, justement, Justin Trudeau déclenche lui-même des élections en même temps que les présidentielles américaines pour tenter d'en faire un genre de référendum sur Trump par la bande. Ouais. Écoute, moi, je pense qu'ils sont finis. Là. Les libéraux, c'est terminé. Là. Écoute, c'est 8-0 en fin de troisième période. Là. 8-2 peut-être. Là. Ils peuvent difficilement revenir. Puis je vois pas quel genre d'enjeu, quel genre de twist il pourrait arriver. Il y a une certaine frange de la population qui sont conservateurs et qui vont voter Poilievre, qui probablement n'aiment pas Trump. Mais est-ce que c'est assez pour faire revirer la tendance? Là, ils sont complètement désespérés. Je ne sais pas si tu as vu, je pense que c'est le tweet de TVA, un article, qui disait « Est-ce que Donald Trump est comme le gros bon sens de Pierre? » Parce qu'ils ont tenté de comparer Poilievre à Trump, ça n'a pas marché, le gars continue de monter. Là, ils font l'inverse. Ils comparent Trump à Poilievre. Ils sont complètement dégénérés. Là. Ils sont complètement dégénérés. Non, écoute, moi, je pense pas que ça va fonctionner. Là, tu as vu... Trudeau a annoncé une retraite de travail encore à Montréal avec il recycle les annonces là, de l'habitation, etc. Ils ne savent plus quoi dire pour tenter de freiner là, la chute dans les sondages. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Il y a aussi l'autre, le Jagmeet Singh, qui il est un peu perdu. On ne sait pas ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai vu hier en primeur, je vous le dis en primeur, il y a une publicité qui s'en vient des conservateurs contre Jagmeet Singh qui va frapper très, très fort. Là. Je vous le dis tout de suite, là, c'est très, très bon. Là. Moi, tu l'as trouvé personnellement. Je sais que j'ai vu ta photo et tout. Est-ce que tu as eu le temps d'échanger un peu? Ouais. Comment tu l'as trouvé sympathique? Comment tu l'as trouvé, Poilievre? Écoute, Pierre, ça fait, je pense, 7-8 ans que je le connais. Je l'ai rencontré à l'occasion. C'est pas un ami, on ne s'appelle pas toutes les fins de semaine, là, mais je veux dire, c'est un gars qui me reconnaît, que je reconnais.
Personnellement, c'est un gars il est plus, je pense, il est plus, un petit peu plus discret en personne, parce qu'on le voit très flamboyant, quelque chose qu'on ne connaissait pas un petit peu de sa personne, mais en personne, il écoute tout le monde, il prend le temps. Tu sais, souvent, les politiciens vont te parler 2 minutes, puis ils vont serrer d'autres mains pendant qu'ils te parlent, là. Lui, au contraire, même si des fois, il resterait des heures avec toi ou avec des groupes de personnes pour jaser les différents enjeux, très, très pointu sur les différents enjeux, conscient. D'ailleurs, je lui disais, il a fait une très bonne interview à une autre station qu'on ne nommera pas à Québec. Et ses lignes sur le bloc sont excellentes, là. Il commence à frapper sur le clou. J'ai dit, Pierre, ça se peut pas que le bloc soit aussi haut que ça au Québec. Il faut frapper sur le clou avec, puis il peut avoir beaucoup plus de députés conservateurs au Québec, et même sur l'île de Montréal, dans l'Ouest. Ça prend juste des leaders de communauté, et c'est possible. Moi, je pense il y a des comtés qui commencent à être prenables avec ce qu'on voit là, dans les sondages. Plusieurs pensent qu'il lui manque un vrai lieutenant au Québec. Ouais, ben écoute, je pense qu'il y en a qui travaillent un peu dans l'ombre. Je pense à Yves Lévesque qui est là depuis le début. C'est sûr qu'il y a des hypocrites qui sont ralliés, qui étaient avec Charest au début, un peu par défaut, puis que s'était fait dire que c'était l'extrême droite, puis que Poilievre, que c'était Trump, etc. Finalement, ils ont fini par là, ces gens-là, ils voient qu'ils sont au chemin du pouvoir. Donc là, ils l'aiment, là. Exactement. C'est des gens qui là, sont assis dans le peloton, puis ils se la ferment, puis sont portés par la vague, si tu veux. Mais je pense qu'ils commencent à réaliser que c'est pas avec ce caucus-là actuel de députés québécois qu'il va faire des gains. Fait que je pense qu'il a saisi, puis il y a beaucoup de vrais conservateurs autour de lui qui lui répètent justement que, tu sais, fais attention, c'est peut-être pas les gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes agendas que les nouveaux conservateurs que tu amènes. Puis moi, on s'est quitté, je lui ai laissé une petite ligne en partant. J'ai dit, ne dilue jamais le message. Parce que moi, ce qui m'impressionne de lui depuis le début, c'est malgré la montée dans les sondages, maintenant, les politiciens, toujours ce qu'ils font, tu les connais, c'est qu'ils commencent à se recentrer, puis à essayer de plaire à du monde qui voteront jamais pour eux autres. Puis il dit non, il dit I'm all in. Fait que je pense qu'à date, là, il m'impressionne, puis ça promet là, pour les prochains. Moi, ce que je trouve impressionnant de lui, c'est sa discipline. C'est-à-dire que, tu sais, au nombre de fois que tu as intervenu à quelque part, au nombre de fois que tu es demandé de placoter de quelque chose, puis même juste de mettre des tweets ou une vidéo sur Facebook, quelque chose, des affaires bien banales. Des fois, tu te dis, OK, tu sais, je peux être redondant, je suis en train de jouer la même tune de Tears for Fears depuis 20 ans qui joue over and over and over. Mais on comprend, parce que dans le fond, on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne connaît pas comment il va faire pour remettre le Canada sur la track. On sait les liners, mais c'est ça qui fait la différence entre se perdre et être focus. C'est-à-dire des fois que tu veux plaire à plein d'affaires, tu veux plaire à plein de monde, tu dis, puis en plus, tu donnes des munitions aux adversaires et aux journalistes. Puis là, ils bâtissent sur ce que tu dis pour faire peur. Donc, moi, ce qui m'impressionne, c'est sûr que j'aimerais ça le connaître plus, puis savoir, tu sais, plus que les phrases répétées qui sont souvent utilisées. Mais je comprends très bien que si tu le fais, ben c'est ça, tu nourris le parti adverse qui va utiliser ça pour dire « Hey, voici ce qu'il va faire. Il va couper des jobs, il va faire telle affaire, il va faire telle ci. » Donc, ça se vire contre toi. Mais c'est dur d'être 1 an, 2 ans, à être toujours target, à répéter les mêmes affaires. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut que tu sois bien structuré pour faire ça. Là. Non, écoute, on jasait de ça aussi. Je pense que c'est un game changer dans la politique. C'est pas juste canadien. Je pense que c'est dans l'Occident en général, dans la politique conservatrice. C'est la première fois qu'un candidat, je pense, a réussi à lier de manière aussi efficace les déficits et la dette avec la montée de l'inflation. Parce que là, on l'a vu de nos yeux vus dans les dernières années. Parce que ça a toujours été théorique, ça, Jeff. Non, l'inflation, ça arrive comme le printemps, ça. Là. Non, c'est un virus. C'est un virus qui arrive. Ça, c'est extrêmement efficace comme ligne. D'ailleurs, aussi, les lignes sur la taxe sur le carbone, tu remarqueras, je l'ai fait remarquer dans quelques tweets, là, Stephen Guilbeault et Justin Trudeau j'ai vu, je ne parlent plus de taxe sur le carbone. Ils parlent de pollution, crédit pour le pollution pricing. Fait qu'ils ont tellement été efficaces là-dessus, avec des lignes répétées sur la carbon tax puis la just inflation, que maintenant, les libéraux ne savent plus quoi dire. Là. Fait que dans le fond, c'est simple. Là. Tu t'en vas dans la zone, tu shoots au net constamment. Ça sert à rien de faire 2-3 passes en avant du net. L'autre fois, j'ai pété une fuse dans ma ligue parce qu'on avait justement 2 gars qui arrivent. Tu sais, 2 chums qui arrivent qui sont généralement un peu plus bons que le reste.
Là, les gars font des passes, puis c'est un genre de drill où ils faisaient du hockey libre, eux autres. Là. Là, je dis, regarde, nous autres, on est ici pour gagner. Pouvez-vous shooter au net, sacrément, on veut des buts. C'est ça la stratégie, d'arrêter de faire des passes pour rien dans la zone, puis faire des digs, puis essayer de déjouer tout le monde. Ce qu'on veut, c'est des shots au net, on veut des buts, on veut gagner. Dans tes sujets, tu viens de frôler l'inflation. On a vu les chiffres hier. Ça semble pas vouloir se calmer. D'autres affaires qu'on avait collées, Joe, depuis un bout, où on avait dit qu'il y avait une genre de récurrence qui allait s'installer, surtout dans la manière de répondre à l'inflation. C'est-à-dire de booster les salaires rapidement de tout le monde. Je veux dire, ça peut que nourrir l'inflation. Si tu veux arranger l'inflation en donnant plus d'argent dans le marché, à un moment donné, ça fait que l'inflation n'arrête pas. C'est ça qu'on voit. Et là, on voit les répercussions de ça. On entend les restaurateurs à Montréal. On entend les propriétaires de bars de Montréal. On entend des restaurants à Québec qui sont des institutions comme le Mézeray après 55 ans qui ferment. On voit un paquet de choses. Les Québécois ont des réponses un peu bizarres. « Ah, il y a trop de restaurants. 2, ils chargeaient trop cher. » Sans essayer de comprendre le fond de ça, Poilievre a réussi à expliquer par la politique monétaire puis le fait que donc, pendant la COVID, on a perdu la tête bien raide. Mais il y a aussi il y a une bonne occasion de voir dans ce qui se passe. Il y a un bon moment pour expliquer au monde qu'il faut brasser un peu plus la patente pour comprendre ce qui se passe. Toutes les règles, le fait qu'il y a un paquet de points qui fait qu'on n'est plus capable de bâtir des logements à prix pas pire en bas de 1500 $ par mois. Parce que là, quand on fait le financement, quand on regarde les règles, quand on reçoit la facture de l'ingénieur, de l'architecte, du plombier, du gars de béton, finalement, on se dit, tabarnak, je suis pas capable de faire le même logement que je faisais il y a 3 ans pour 1500 $ par mois. Je suis rendu à 1800 ou 1900 $ par mois. Les gens ne faisaient pas le lien. On faisait des liens un peu faciles. Ah, le gars, il est greedy. Mais là, on commence à entendre de plus en plus de monde, incluant des restaurateurs qui étaient probablement plus à gauche que nous autres, commençaient à dire ouais, les frais fixes, donc la taxation des villes, les règles, les parcomètres. On l'a entendu hier pour le gars dans le quartier latin. On commence à entendre des choses qu'on n'entendait pas. Il y a juste nous autres qui disaient il y a de nombreuses années, on passait un peu pour du monde bizarre. Mais là, on commence à comprendre ce qui se passe pour vrai avec l'inflation. Écoute, moi, d'ailleurs, j'ai participé avec la gang de Libre Média. Ils ont fait un petit topo, un petit segment là, sur la déchéance de Montréal. Puis justement, il est allé dans le quartier latin parler à quelques restaurateurs sur Saint-Denis, qui étaient quand même avant les artères clés de Montréal. Là. Puis là, c'est des coins qui sont placardés. Moi, j'ai passé ma jeunesse là. Moi, je parlais plus d'un point de vue politique avec qu'est-ce qui se passe avec cette administration Plante-là au niveau de l'immobilier, c'est quoi les problèmes. D'ailleurs, hier, ils ont fait une annonce. Tu sais quoi leur solution, Jeff, pour revitaliser le secteur du quartier latin? C'est des subventions. Des subventions, puis des bars 24 heures. Ils vont nommer ça le quartier de la francophonie et non plus le quartier latin. C'est encore un charabia de salade de mots qui n'a absolument pas rapport. Et là, je pense que ce qui a changé par rapport à peut-être la dernière élection municipale, c'est que même le petit café semi-woke ou woke sait que les frais sont trop élevés à Montréal. Oui. C'est que les taxes sont trop élevées. Et donc là, il y en a même qui commencent à parler contre les pistes cyclables, qui enlèvent des parkings, les parkings qui sont maintenant jusqu'à 23 heures au lieu de 8 heures PM. Donc, c'est l'addition de toutes ces règles-là qui font fuir la clientèle. Et qui commence, il y a peu de, je pense, qui est un peu la base électorale de Valérie Plante. Il n'y a pas grand monde là-dedans maintenant qui la soutient, son administration. Écoute, puis là, ils le disent, au moins, tu sais, même Radio-Canada va leur donner. Radio-Canada, les journalistes, on sait comment ça marche. Ils pourraient enlever dans une entrevue quelqu'un qui dit des affaires qu'eux n'aiment pas. Là. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Là. Je pense qu'ils c'est rendu un point où je pense qu'ils ne peuvent plus trouver de monde qui en disent pas assez. Là. C'est ça. Tout le monde est exact. Même en filtrant, ça vient qu'on monte aux causes. Puis là, tu sais, que tu vois des institutions qui sont en train de penser de fermer des endroits, des endroits chaleureux, des endroits qui marchent depuis toujours. Puis là, il dit, écoute, là, moi, si ça ne marche pas là, je ferme. Là. Puis là, tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui arrive? Et là, les gens commencent à comprendre ce qu'il y a derrière l'inflation qui ne semble pas vouloir partir. Tu vois quoi de ça, toi, les chiffres qu'on a vus, là, où le Québec est encore plus haut que le Canada, puis le Canada est plus haut que les États-Unis? Puis ça semble pas pouvoir se calmer. Moi, c'est pas mal ma position macro là, pour 2024. Là,
Moi, je suis net short le marché américain en général. Mon bet, c'est aussi qu'il y aura... D'ailleurs, le marché commence à réagir. Là. Tu vois, hier, dans les overnight swaps, on commence à prédire que les baisses sont... Là, les baisses ont été repoussées de avril à juillet. Rappelle-toi, là, le retour à 2%, il y a 2 ans, ça a fait la même affaire. L'été 2022... Non, excuse, printemps 2023... Desjardins prédisait que ça allait revenir à 3,5%, 2 d'ici la fin de 2023. C'est jamais arrivé. Il était complètement dans le champ. Je pense que c'est en train d'arriver aussi. Il y a des très fortes chances. Très fortes chances. Moi, je pense qu'il y a une probabilité qui n'est pas priced in, qui va avoir 1 ou 2 baisses en 2024. Puis même, il y a une probabilité qui est extrêmement payante si vous bettez là-dessus, qu'il n'y aura pas de baisse en 2024. Moi, moi, je suis dessus l'équipe je pense qu'il n'y aura aucune baisse en 2024. Écoute, ça, là, actuellement, c'est pas pricé dans le marché, puis il y a beaucoup de gains à faire si c'est quelque chose qui se matérialise. Je pense que c'est plus probable que ce que le marché price actuellement. La limite, 0,25 ou 0,50, même dans le 3e ou le 4e trimestre, où c'est incrémentalement plus possible qu'il n'y en ait pas pantoute. Puis le marché va réagir solidement. Écoute, la bourse, ça peut perdre 10, 15, 20% facile. Là. OK, donc toi, tu es bearish pour le marché. Ouais. Oh. Okay. Ouais. Jerry, es-tu bearish aussi? Ben oui, je suis bearish certain. Parce que moi, je me suis mis en cash il y a quelques semaines sur quelques affaires, puis je l'ai regretté parce qu'il y a eu un petit 2 mois de party, mais ça semble... Ce leg-là de décembre, moi, je pense que c'est le leg qui est trop. Là, de partir de fin novembre, l'arrêt du tech. Parce que là, tu vois, quand que le marché corrige, le tech baisse beaucoup plus que le mid-cap, puis mettons le Russell, puis le S&P, le Dow. À part des exceptions comme Nvidia, ces affaires-là, là, ça, c'est des chevals, ça, c'est des champions qui sont en avant, là, mais le reste, il y a des canards boiteux pas mal. Là. Le Dow Jones a pris 10% en 6 semaines. Ça fait que 6 ou 7. Non, c'est ça. C'est complètement capoté. Là. Donc là, il y a quelque chose à l'inverse qui me fourre un peu, Jeff, puis je lisais un peu là-dessus, puis dans la thèse d'investissement, il faut en tenir compte, c'est que, mettons, la probabilité que Trump gagne qui va aller en augmentant en 2024, mettons, ça a un effet qui est plus bullish que bearish là, sur le marché. C'est drôle que tu me parles de ça parce que je suis allé visiter quelques gros constructeurs qui sont en bourse, puis avec des exécutifs qui sont là, puis je faisais un tour de carte de golf pour aller voir quelques affaires, et c'est exactement le point qu'ils ont. Ils disent « je ne veux pas faire de politique, mais année d'élection, possibilité de Trump qui arrive, c'est probablement la chose qui risque de changer la tendance. » Donc, dans le secteur immobilier, c'est sur quoi ils planchent, eux autres. Mais je pense que écoute, il ne va pas changer le président de la Fed tout de suite s'il est élu, je pense, dès son arrivée. Moi, je pense que Powell, à date, lui, il joue pour la postérité. Là. Il ne va pas tenter de plaire à des politiciens. Là. Je pense que, d'ailleurs, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils ne vont pas risquer, sur la clé là, de l'énigme là-dedans, là, ils ne vont pas risquer de baisser les taux s'ils ne sont pas absolument certains que l'inflation ne va pas remonter. Parce que si, mettons, ils baissent de 0,25, 0,50, puis ils rebaissent après, puis l'inflation remonte, là, ça, c'est un très mauvais signal. Là, il faut qu'ils redécollent après, puis ils ont déjà un problème de crédibilité avec ce qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années. Donc, ils vont être extrêmement certains. Puis tous les indicateurs, l'emploi est encore fort. D'ailleurs, ça a surpris les chiffres d'emploi la semaine passée. Là, tu vois, le Canada, il va y avoir d'autres chiffres d'inflation qui s'en viennent aux États-Unis. C'est extrêmement sensible. Puis le marché, je pense que ne price pas adéquatement la possibilité qu'il y ait peu ou pas de baisse de taux pantoute. Dernier point, Joe, je veux que tu me fasses un petit clin d'œil sur ce qui s'est passé cette semaine à Québec. Le maire bizarre, un peu il y en a qui disent, que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui le dis, mais des gens que j'aime beaucoup qui ont dit, écoute, non, il est du cinglé. Il voulait mettre des canons à neige cette semaine. Il a dit, on va penser mettre des canons à neige dans la ville quand il n'y a pas de neige dans le temps des fêtes. Et c'est un gars également qui fait vivre un bureau de, je ne sais pas combien, je pense que c'est 70 employés ou à peu près, là, avec un budget de 6 mois de 2,5 millions de dollars, des gens qui vont absolument rien faire pendant 6 mois en attendant que le gouvernement prenne une décision, avec l'argent des contribuables et des entreprises de Québec. C'est quand même incroyable. Écoute, moi, je me tue à dire, j'ai tweeté là-dessus hier, je me tue à expliquer depuis des années. On a toujours la perception, le commun des mortels, là, que ces gens-là sont assis là, devant tous les chiffres des écrans avec des experts qui les conseillent, puis ont des manettes, puis ils prennent toujours les décisions rationnelles pour optimiser la vie des citoyens de la ville de Québec ou des villes comme de Montréal. C'est pas ça, la réalité. Ces gens-là, ils ont des incitatifs politiques, ils ont des égos, ils ont des agendas.
dans le cas de Bruno Marchand et Valérie Plante, on a affaire à des activistes. Ce ne sont pas carrément. des administrateurs, ce sont des C'est ça. activistes qui sont motivés par des agendas précis, qui sont en totale contradiction avec l'intérêt des citoyens moyens de Québec, OK? Et de Montréal, dans le cas de Valérie Plante. Et ça ne pourrait pas être plus évident que dans cette folie qui a été annoncée là hier. Il faut lire entre les lignes là, avec ce que la CAQ a fait en disant on va envoyer le projet à la caisse. Premièrement, la CAQ n'a pas le courage politique de tirer la plug sur ce projet de fou-là. C'est ce que François Legault aurait dû faire. Il dit, gars, là, c'est une affaire de fou, c'est rendu trop cher, ça ne marchera pas. À un moment donné, un politicien, c'est comme un chef d'entreprise ou un coach au hockey, il faut que tu tranches. Il faut que tu prennes une décision, même quand c'est impopulaire. Puis sauver même si c'est des projets lesquels que tu tiens, toi, Ben tu oui, dis, gars, ben moi, oui. j'aurais pensé. Puis, à un moment donné, il y a des affaires que tu veux, qu'au départ, tu trouvais logique, puis c'est un besoin. Mais quand il arrive le prix, toute la patente, tu dis, Chris, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Non, C'est non. une affaire de fou. Fait que là, dans le fond, c'est une genre de patate chaude, là, la caisse est pognée avec ça. Mais lui pense vraiment, en fait, je ne sais pas s'il pense vraiment ou veut maintenir. Parce que là, ces gens-là, ils achètent du temps. C'est le cas actuellement de toutes les administrations progressistes dans les villes et même au fédéral. Ces gens-là pensent que la montée de la grogne, qui est totalement justifiée en passant des citoyens, là, pensent que c'est passager, ça. Là. Puis ça va revenir, on a juste besoin de faire de la politique, puis faire un peu de théâtre, puis le projet va revenir. Mais non, le projet ne reviendra pas. Là. Le tramway est mort, sacrément, arrêtez. Le projet ne reviendra pas. Ils vont le faire mourir dans les salles de meeting ici, au Square Victoria. Mais là, lui a dit, écoute, tu prends des ressources de la ville. Là, ça va être quoi? Ça va être 2 points quelques millions. Ça, c'est des taxes des citoyens, là, des familles moyennes de Québec, puis des commerces. Alors que tu viens de surtaxer il y a 3 semaines de 6, 7, 8 certains secteurs de la ville. Tu viens de faire la même chose également avec le secteur commercial et industriel et tout ça. Tu viens de leur demander aux gens de faire des efforts supplémentaires pour mettre encore un autre 200, 250 de plus dans les Christie de taxes. Puis là, tu prends l'argent, puis tu garoches ça n'importe comment. Non, Puis c'est tout au nom de la terre, en passant, là. Puis, regardez bien comment... Regardez le contraste et le paradoxe des médias et des bien-pensants qui présentent, que ce soit Trump ou c'était Éric Duhaime, qui est le plus détesté au Québec, on ne sait pas trop pourquoi, que ce soit Poilievre, ils mettent toujours en garde comme une espèce de... Ça va déraper, la société va déraper. Chris, ça pourrait pas être pire que là! C'est ce qu'on voit actuellement, je veux dire, on est rendu au bout du dérapage. Ben oui, ben oui. Le chaos, c'est le chaos à grandeur. C'est le chaos. Je veux dire, y a-tu des adultes qui vont prendre le contrôle de ces organisations-là? Je veux dire, c'est incroyable, Jeff, là. Montréal, hey, c'est un budget de 7 milliards, là. Valérie Plante est arrivée là, elle n'avait jamais vu un bilan financier de sa vie, là. Donc, c'est du monde qui ont géré des comptes chèques, Jeff, si. C'est incroyable, c'est incroyable. Son conseiller économique, c'est son mari, qui est un économiste dans un communiste. syndicat très... C'est un pur méga socialiste communiste, et c'est probablement son conseiller numéro 1 au niveau des budgets. Là. Et écoute, je fais du coq à l'âne, je te parle. Une ligne que, d'ailleurs, Poilievre utilise, qui est très, très efficace, à mon avis, puis j'en parle, souvent je mentionne un peu indirectement ça. Tu sais, je dis, dans un Québec pas si lointain, un Bourassa ou un Parizeau qui était aux opposés des partis politiques, lui, il utilise l'exemple de Jean Chrétien, à l'époque, Mulroney. Il y avait quand même des sujets, des consensus communs sur des sujets de base. On ne touche pas à la vie privée des gens, ils se respectaient mutuellement, on ne va pas tenter de canceller tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord, on ne va pas faire des déficits monstres pour ne pas laisser une dette sur les épaules de nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'était, je pense, overall, le consensus canadien de la politique. Mais là, ça a tout pris le bord, ça, là. Ça a tout pris le bord, puis on est pogné avec des débiles éco-marxistes qui sont prêts à utiliser tous les leviers du pouvoir pour nous rentrer ça dans la gorge. Puis tout le monde regarde ça avec comme des chevreuils qui regardent les lumières de char. Puis là, nous autres qui critiquent ça, c'est nous autres qui est dangereux là-dedans. Là. D'être complètement cinglé. Ouais, c'est parce que les journalistes sont activistes à la même place. Ils sont carrément à la même place. Ils sont juste moins bons, moins talentueux, pas capables d'aller faire ce que les autres font, mais dans le fond, ils sont bien contents de ça. Donc, il y a une différence énorme entre eux et nous autres. Puis c'est ça, la mort des médias, c'est elle, en passant. Là. C'est pas Facebook, c'est pas Google. C'est le fait que c'est bourré d'activistes un peu juniors qui sont là-dedans, puis qui sont pas capables de faire le constat que, Chris, on est dans le chaos actuellement. C'est pas les gens qui vont venir, qui vont nous amener le chaos. Le chaos, il est déjà là. Ouais, puis tu sais, comme l'exemple que je te donne, Millet, là, à part les stunts avec... oui, je comprends que le gars, il est flamboyant, puis il est un peu fucky. Tu sais,
c'est un gars qui a fait c'est une personnalité publique de télé, il a fait sa marque avec ça, mais quand tu l'écoutes sur les enjeux, d'ailleurs, là, je vous invite à écouter son speech au World Economic Forum, qui est absolument légendaire. Là. Il veut dire, traite à peu près tout le monde de communiste dans la salle. Puis Extraordinaire. Il ne s'adresse pas au monde dans la salle, il s'adresse au monde qui vont écouter. Ils vont dire, maintenez le territoire, l'État ne peut pas gagner, les citoyens, vous êtes les protagonistes dans cette histoire-là. Donc, il y a quand même un pushback intéressant, puis je pense que ça, c'est un exemple concret. Puis au-delà des personnages, tu sais, Trump, c'est un peu pareil, mais Trump, il n'y a pas un discours économique cohérent. Là. C'est un culte de la personnalité, le gars. D'ailleurs, tu as vu ce qu'il a fait avec Vivek. Une journée avant, il donnait de la marge. Il le démolit parce que, sais-tu quoi? Parce qu'il n'y a pas... Trump, tant que tu ne l'adules pas, il va penser que tu es contre, puis il va te démolir. Jusqu'à temps que tu t'en viennes à genoux, tu l'appuies, ce que Vivek a fait de façon stratégique, qui est correct. Ben oui. Mais ça marche jusqu'à un certain point. Là. Mais il a remarqué à quel point ils vont tenter de démoniser ces gens-là jusqu'à temps que les gens se mettent à écouter. D'ailleurs, Poilievre, je pense que c'est ce qui va arriver là, au Québec. Là. Les gens, ultimement, ils vont finir par écouter son message, vont connaître l'histoire incroyable de sa conjointe, immigrante du Venezuela qui a fui le communisme. Et éventuellement, il y a un discours qu'ils ne peuvent plus censurer. T'sais, quand tu traites tout le monde de nazi, à un moment donné, il n'y a plus d'externalité négative d'être un nazi. Là. Non, c'est ça. À un moment donné, c'est ce qu'on a vécu dans les dernières années. Puis je pense qu'on commence le backlash qui est solidement décollé. Très bonne demi-heure, mon ami Joe. On te suit sur Twitter, my friend, puis on s'en parle le mercredi prochain. On revient dans quelques instants sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry, money. Yes. On a entendu notre chum Joe Hamel nous dire qu'il est bearish pour 2024. Il est bearish. Puis c'est ça. L'histoire, c'est que on l'a J'ai un eu, peu ce mood-là, moi. Comme je t'ai dit, dans quelques affaires avec lesquelles je m'amuse, ce qui n'est pas grand-chose, je suis comme encore en cash, puis j'hésite. Ce qui arrive, c'est qu'il y a... Ça, c'est... si maintenant on prend tous les investisseurs, OK, on les met là, toute la gang, là, le simple petit investisseur, le petit trader, le petit boursicoteur, ou les grandes firmes de placement, ou les analystes à New York, il y a des tours pleines de monde. Il y a des analystes partout dans le monde. On va faire ça simple. Il y a comme genre 3 types d'investisseurs, de traders. Tu as ceux qui sont, autrement dit, valeurs, dans le sens qu'ils autres, ils vont faire une analyse concrète de la compagnie. C'est des placements sensés, c'est des placements réfléchis, mais un peu plus pépères d'une manière. L'investissement valeur, tu as du monde, ben, c'est plus du côté trading, l'espèce de sport, c'est quasiment un sport pour certains, de trading. Puis tu as les autres, puis ça, on n'en parle jamais des autres. Les autres, c'est les purs techniciens. Puis c'est les gens les plus spéciaux. À un moment donné, j'avais un petit blog, puis je parlais de bourse pour m'amuser. Puis c'est ceux qui sont dans l'analyse technique à 100%, les purs, là. Eux autres sont spéciaux. Eux autres regardent les graphiques seulement. Donc, l'investissement va avec un graphique. Ils se foutent de la compagnie. Ils s'en foutent. Ils se foutent de l'économie. Ils se foutent de tout. Eux autres, c'est un graphique qu'ils achètent, tout simplement. La compagnie, ils s'en foutent. Donc, tu sais, il y a comme un tiraillement dans la bourse. Il y a des forces là-dedans. Puis quand tu arrives avec la technique, Joe Hamel en a parlé, il y a eu un boom, il faut le dire, il y a eu un boom assez intéressant, fin novembre, hein, jusqu'à tout décembre. On a eu un bon bout à la bourse. Là, il y a du monde, je sais qu'à un moment donné, tu m'en as parlé, Jeff, tu me dis, ouais, mais là, ça serait peut-être le temps de rembarquer, il y a une espèce de momentum intéressant. Oui. Mais la face, c'est que, en réalité,
Je l'ai pas fait. Non, c'est ça, mais, mais c'est ça, mais là, on s'entend-tu que ça se calme, là? Oui, je sais. Voilà, ça se calme, là. Enfin, c'est parce que je prends le Dow Jones, là, mais je n'ai pas checké les autres. Le Dow Jones, là, c'est 9,5 en 6 semaines. Là. Quand même une hausse intéressante, là. En pas beaucoup de semaines. Oui. Mais, donc, il y a du monde qui ramasse un peu de profit. C'est ça. Tu passes de 34 600 à 38 000. Là. C'est quand même du stock. Là. T'sais, voilà, tu viens de le dire, prise de profit. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'il y a du monde qui sont à la bourse pour, quand ils font de l'argent, je vais prendre une expression purement québécoise, ils décalissent. Ils vont venir, mais ils vont. Fait que les purs techniciens, les purs techniciens sont partis du marché. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une surchauffe. Il y avait, on parle des forces relatives qu'ils appellent, là. Donc, il y avait une genre de surchauffe de la bourse. Quand tu es rendu que le Dow Jones il est rendu à 80 sur la RSI, c'est comme si. Ça veut dire, c'est comme un party. Tu sais, tu fais un party chez vous. Au début, tu prends une bière, 2-3 bières, nanani, nanana. À un moment donné, le monde commence à être chaud d'ail pas mal. Mais là, ça se tient encore. Parce que ça se tient. Là, il est rendu 1h du matin, il y a un gars qui dégueule dans le spa. Mais ça se tient encore un peu. Il est rendu 3h du matin, à un moment donné, il est rendu 5h du matin, puis c'est une vraie dérape. Ton party, il est comme scrap. Bien, c'est ça l'affaire. À un moment donné, il n'y a plus de party. Le party, il arrête. Le party, c'est pas tout le temps. Il arrête à un moment donné. C'est pour ça que les techniciens, eux autres, ils s'en vont à 3h15. Ils n'attendent pas à 5h. Quand ils voient que le gars dégueule dans le spa, là, ils disent « Oh, c'est bol. Là, c'est le temps de s'en aller d'ici. » Eux autres, ils foutent le camp. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te ramasses. Ouais, il n'y a plus bien de party ici. Mais non. Parce que là, ça a comme dérapé. Mais les marchés, pendant 6 semaines, je dis 6 semaines, on va dire 7, là, les marchés ont comme un peu dérapé. Le monde, c'était fou. Le monde, c'était fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Il va y avoir une prise de profit. La RSI parle. Elle est rendue à 80-85. Il y a eu une prise de profit. Bon, comme ça, en ce moment, c'est la victoire des techniciens. Ils ont fait un beau tour. Ils ont fait un beau... mettons, regarde, on va dire 7 semaines, là, les techniciens ont fait un très, très beau tour. L'avenir, je l'ignore. Il y en a qui sont plus bearish, il y en a qui sont plus bullish. Moi, en ce moment, je suis un peu bearish, mais il y en a qui ont fait un crève de beau tour. Là. Fin novembre jusqu'à aujourd'hui, c'était un petit festival assez intéressant. Il y a une grosse nouvelle, Jeff, qui est sortie. Ben, je dis grosse nouvelle. C'est une nouvelle purement américaine parce que c'est une compagnie qui ne vient pas ici. Spirit Airlines. Le code, c'est SAVE à New York. Donc, Spirit... Tu vas parler du merge avec JetBlue? Exactement ça. Le stock en bourse a perdu 40%. Refusé par un juge. Oui, refusé. Moi, c'est la raison pourquoi il a refusé, sais-tu pourquoi? La raison, c'est que c'est l'administration Biden qui voyait une diminution dans l'offre pour la compétition. C'est ça, diminution dans l'offre, parce qu'on s'entend-tu qu'ils se disent, oui, mais il faut pas... Puis c'est du bout que j'ai trouvé un peu bizarre. Il faut comme un peu protéger les gens qui voyagent, puis il y a du monde qui aime les low cost. Là, il y avait peur que les prix des billets montent. Donc, c'est parce que JetBlue n'est plus un low cost. Non, c'est plus un low cost, exactement. Ouais. C'est plus un low cost, JetBlue. Tandis que Spirit, c'en est un pour vrai. Oui. Puis on s'entend-tu que JetBlue, en achetant Spirit, c'est sûr qu'elle allait monter les prix de Spirit. Ça, c'est sûr, parce que Spirit est criblé de dettes. L'autre, il ramassaient la dette, là. Il ramassait toutes les guenilles. Il ramassait toute la patente. Fait que, tu sais, l'offre qu'il avait faite, l'offre est à 33,50 l'action. Puis dans le temps, parce que l'offre a été faite quand? À l'été 2022. Ça fait un bout de ça, là. Ça fait un bout que l'offre a été faite. L'action de Spirit Airlines, alors, regarde les investisseurs, comment ils étaient. L'action de Spirit Airlines était à 14$. Et quand il y a eu l'offre, l'action est montée dans le coin de 20-22, puis il taponnait dans le 20-22. Pourquoi il n'est pas monté à 33? L'offre est à 33. Pourquoi? Le monde avait un doute. Le monde avait un doute que ça passe. C'est pour ça. Ça a duré un an de temps. Là.
Donc, les investisseurs avaient un doute que ça soit accepté, mais justement, le doute était correct. Puisque ça On s'excuse là, pour tous les bruits bizarres, mais les gars, ça va pas s'en retenir, ils toussent. Là. Donc, oui, ça tousse, c'est ça. On aimerait faire mieux, mais là, on n'est pas capable. Donc, l'affaire, c'est que Spirit Airlines, en ce moment, ils reviennent, en parenthèse, ils reviennent tout seuls, Jeff. Mais c'est une compagnie qui, ça va prendre un miracle pour que ça vive. Ça c'est sûr. Parce que ils sont déficitaires de pas mal. Ils ont une dette de 6 milliards. Ils ont des revenus de 5,5 milliards. Puis ils ont eu une perte l'année passée de 534 millions. Ils mangent de l'argent à tour de bras. Là. Ben, c'est sûr que on sait que la perte, c'est la dette, là. C'est le financement de la dette. C'est le financement de la dette. C'est le financement de la dette. Donc, s'il n'y a pas la dette, on s'entend que c'est probablement rentable. Oui, c'est ça. Mais si on se pose une question. Si ça ne l'est pas, c'est kiff pas mal. C'est ça. Mais là, on se pose une question. Si Spirit dépose son bilan, genre de faillite, là, JetBlue, ils peuvent revenir. Là, c'est une faillite que tu achètes. Mm-hmm. Et là, la patente, là. C'est là l'histoire. On dirait que le JetBlue... L'action est à combien, là? T'as peu. Il était à 6 piastres. 6 boires. En veux-tu? Donc, ça se peut que JetBlue le ramasse pas mal moins cher. Non, JetBlue va ramasser le cadavre. Donc, peut-être que JetBlue est bien content que ça n'ait pas passé. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. L'autre nouvelle qui est sortie, une nouvelle de boursicotage, là. L'autre nouvelle, c'est Burger King qui achète Burger King. Non, parce qu'il y a du monde qui n'a pas trop compris la patente. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ça veut dire Restaurant Brands, donc la compagnie... Ça, c'est Tim Hortons, Popeyes, Fire Subway et Burger King. Et Burger King, exactement ça. Sauf qu'eux autres, Restaurant Brands, qui est une multinationale tout à fait incroyable, là. Le code, c'est quoi? C'est QSR à Toronto. Puis QSR aussi côté à New York. Mais le siège social, comme on dit, est à Toronto de cette compagnie-là. L'affaire, c'est que la compagnie Carroll's viennent de se faire acheter pour $1 milliard par Restaurant Brands. Mais Carroll's, c'est qui? C'est quoi le rapport? Non, c'est Carroll's. C'est un propriétaire de franchise de Burger King et de Popeyes. Et voilà, basé à Syracuse, New York. Donc, eux autres, s'il y avait un paquet de franchises, c'est un opérateur. Il y avait 1022 restaurants Burger King. Capoté. Puis une 60aine de Popeyes, je pense, ou dans ce coin-là. Donc, là, ce qui arrive, c'est que là, on ferme la boucle. Restaurant Brands là, reprend la patente parce qu'eux autres, oui, ils en font de la franchise directement, mais et puis je pense qu'il c'est une 50aine de Burger King qui appartient directement à la compagnie. Ils en ont franchisé aussi, mais le gros franchiseur, je peux dire, le gros franchisé, c'était Carroll's. Là, ils les achètent. Donc là, c'est l'empire Burger King est tout à la même place, si on peut dire. Mais c'est ce qui s'en vient qui est intéressant. Ils ont un plan de 400 millions de dollars, Restaurant Brands, dédié à Burger King. Oh boy. Parce que Carroll's... Parce qu'il y avait, tu sais, des fois, les gens disent « Hey, qu'est-ce qui se passe au Québec et Burger King sont tout croches. » C'est que l'ancienne compagnie Burger King, qui est devenue mergée avec une compagnie canadienne des raisons fiscales, oui. C'est qu'il y a beaucoup de franchisés un peu douteux, dont ceux au Canada qui n'ont pas fait la job. Puis là, ils essayent de reprendre le contrôle de ça pour repartir, reprendre les restaurants, les rénover, puis remettre la patente là, comme les nouveaux franchisés font pour arriver au même standard que McDo. C'est qu'il n'y ait pas une différence entre un Burger King à telle place puis un autre à l'autre place qui lui est super beau, bien neuf, que le burger est douette dans la boîte, tandis que l'autre arrive là, stationnement est tout croche, le building n'a pas été rénové depuis 20 ans. Tout à fait Quand d'accord. tu vas manger, ça crie là-dedans, ça bug, tu reçois ton Whopper, le Whopper est tout de travers. Ils essayent de remettre ça dans les standards de McDo, mais pour ça, ils doivent racheter des franchisés. Oui, parce que Carroll's, ils disent, ça c'est une estimation qu'il y aurait 600 restaurants Burger King qui étaient un peu croches, là. Parce qu'on prend la patente, là. Eux autres, ils n'ont pas... Ils laissaient ça aller un peu, là, Carroll's. Ils laissaient ça aller. Mais là, ces 600 restaurants-là, ils vont les reniper. Et le plan, c'est sur 5 ans. Ah, c'est une grosse job qui s'en vient, là. C'est 5 ans seulement. C'est pas beaucoup, là. 5 ans.
Et c'est énormément de cash. Et oui, je sais que tu m'en avais déjà parlé, Jeff. Il y a des Burger King qui avaient été, autrement dit, upgradés, arrangés, mais ça ne s'est pas fait à grande échelle. Là, ça va se faire à grande échelle. Donc, ça peut être intéressant. Je parle d'un blue chip restauration. Là. On ne peut pas faire de recommandations de jeu. On ne peut pas. Mais je pense que Restaurant Brands, en moyen long terme, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que oui, comme blue chip. Sans oublier le plan de faire exploser Tim Hortons aux États. Là. Voilà. Puis, by the way, j'ai vu du Tim Hortons. J'ai vu Tim Hortons est rendu en Europe. Ben, il était déjà à quelques places en Europe. Ils sont à Dubaï, ils sont dans ces coins-là. Voilà. Mais moi, j'étais à l'aéroport de Malaga et j'arrive à l'aéroport de Malaga. Je connais l'aéroport pas mal. J'arrive à l'aéroport de Malaga l'été passé. Je marche de l'aéroport. Hey, voyons, Christophe, qu'est-ce que c'est? J'ai-tu pris l'avion? Il y a un Tim à Malaga. Je capotais. Là, je parlais au gars au comptoir. Le gars, il dit, oh, oui, il dit, ils vont en rouvrir un peu partout. Là. Je dis, voyons, c'est capoté. C'est un brand. Là. C'est tout intéressant. Hey, puis si on se fie aux États, le premier marché qu'ils veulent développer, c'est celui de la Floride. Les endroits dans le nord-est où Tim est, entre autres, un des endroits dans l'État de New York, Buffalo, tu as un Tim Hortons quasiment à chaque 2 km. Là. C'est la chaîne qui est la plus dominante à Buffalo. À Buffalo, tu as 2 choses qui dominent. La Blue Canadian, pas la Blue Canadian, mais la batte bleue. La batte bleue. Puis Tim Hortons. Tim Hortons, c'est complètement fou à Buffalo, sérieux. Là. Donc, ils veulent prendre ce momentum-là qu'ils ont dans plusieurs marchés dans le nord-est et amener ça en Floride et au Texas. Et tu as raison, si ça lève, on va dire de quoi, ça peut être une machine à cash. Là. Connaissez-vous le nouveau nom de Facebook? Pour la majorité du monde, personne ne le connaît. Pourtant, ils ont changé de nom. Je parle de la compagnie. Par le Meta. Voilà, mais ils ont changé de nom il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans qu'ils ont changé de nom. Ça s'appelait Facebook Inc. C'est quoi le but derrière ça? Parce que quand ils ont changé de nom il y a 2 ans, Meta, c'était pour Metaverse. Oui! Ah! Ils sont encore là-dedans? Et là, l'histoire. Zuki, le gars avec le toupette carré. Okay? Zuki, OK? Lui, il voulait... Mais je l'aime, lui. Non, je sais. Avant, je l'aimais pas. Là, depuis qu'il élève des bœufs. Là, il mange... La face, c'est qu'il mange la viande qu'il élève lui-même. Exact. Et les bœufs ne boivent pas d'eau. Ils boivent de la bière. Oui! Ah oui, ils sont-tu heureux, ces bœufs-là? Mais ils sont sur le party tout le temps. C'est ça. Mais lui, c'est ça. Il n'est pas végétarien. Il mange de la viande. Lui, il est pas mal... Je le regarde aller, il est pas mal keto, lui, là. Moi, je pense qu'il est keto. Ça, j'en suis convaincu. Et moi, je pense qu'il mange pas bien. Il mange pas bien de pain. Donc, d'après moi, il n'y a pas bien... même des légumes verts, pas sûr qu'il y en a. C'est ça. Mais il y a... L'affaire, c'est que Zuki, à un moment donné, il était dans son monde à lui. OK? Et il voulait que nous autres, OK? Monsieur, madame, tout le monde, on soit dans son monde. On soit dans son monde à lui. Donc, on l'aille faire un tour. Tu sais, on a notre vie. Tout le monde a sa vie. On a notre vie. Mais on pouvait avoir un nouveau monde, une nouvelle vie virtuelle. C'est ça, le métaverse. J'ai ma vie pour du monde qui dit ouais, ma vie est plate. Non. Tu as une deuxième vie dans le métaverse où est-ce que tu vas avoir une vie très, très le fun. C'était le pari de Zuki. Mais ce pari-là, autrement dit, ce monde nouveau-là, a coûté à la compagnie 50 milliards de dollars. Et si boire. Ça commence à être de l'argent. C'est pas mal d'argent. Y a-tu du monde qui ont calmé les nerfs un peu? Et c'est là l'histoire. Février qui s'en vient. On s'en va en février, là. Facebook va fêter ses 20 ans. Je dis Facebook parce que moi, Meta, ça m'énerve. Parce que Meta, c'est Metaverse. Moi, c'est Facebook. Facebook va fêter ses 20 ans en février. Ça commence en 2004, là. Une autre affaire que j'ai vendue que finalement, j'aurais pas dû. Oui, c'est ça. Fait une Christy Ride Facebook depuis 1 an et demi. Là. Le Metaverse, le trip Metaverse chez Facebook, qui existe encore, mais le trip Metaverse qui a coûté une fortune, il y a eu aussi des départs de certains travailleurs très talentueux dans la compagnie.
Il y a du monde, si tu as des masters qui ont dit non. Ils ne croyaient pas à ce projet-là, qui existe encore, mais là, l'histoire. Zuki a changé ses priorités. Hey. Sa priorité, ce n'est plus le métaverse. Sa priorité maintenant, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que... 50 milliards plus tard, quand même. Oui, 50 milliards Il aurait plus pu s'en tard. rendre compte à 10. Oui, c'est ça. Ça de même pour être un ancien actionnaire de Facebook. Oui, mais là, c'est l'intelligence artificielle. Ah. C'est là. Parce que déjà, Facebook avait, je dis pas une avance, mais avait déjà une équipe assez haute dans l'intelligence artificielle parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, cette intelligence artificielle-là allait servir au métaverse. Comprenez-vous? Il y avait déjà une équipe là-dessus. Le groupe de recherche de Facebook, ça s'appelle FAIR. F-A-I-R. Fundamental Artificial Intelligence Research. FAIR. C'était déjà basé. C'était déjà existant. Le gars de Google, le boss, Pichai, Sundar Pichai, le grand boss de Google, avait dit, oui, il avait dit à Zuki en 2021, ton affaire FAIR, c'est hot en tabarouette. Et lui, à l'époque, en 2021, le boss de Google, dans une rencontre, parce qu'il y avait eu une genre de rencontre spéciale, il avait dit à Zuki, il dit, ton affaire d'intelligence artificielle, là, ça va bien vos affaires. Et c'est là que Zuki, aujourd'hui, a changé d'idée. Il s'est rappelé sa rencontre avec Pichai. Puis là, aujourd'hui, Facebook, le métaverse, je dis que c'est de côté. Le métaverse est là. Mais c'est plus la priorité numéro 1. Non, ce n'est plus exactement ça. À Davos, OK? Je te termine ça, Jeff. À Davos, on est là, à Davos, présentement. Nicola Mandelson. Je dis elle a un nom, mais c'est une femme. Très belle britannique. Elle, Nicola Mandelson, c'est la boss de pub mondiale de Facebook. Elle est là à Davos. C'est elle, la king de la pub chez Facebook. C'est qu'elle fait là, Davos. Elle va jaser que le monde qui a de l'argent. Okay? Elle va jaser que les... Oui, niaisage. Mais l'affaire, c'est qu'elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit que présentement, chez Facebook, parce que les autres sont là-dedans, là, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pubs chez Facebook, c'est tout à fait extraordinaire. Le ciblage, la performance des publicités qui passent par l'intelligence artificielle, on va dire, parce qu'ils sont aidés par l'intelligence artificielle pour cibler encore plus précisément toute la clientèle. Elle a dit c'est quasiment du jamais vu. Là. Elle a dit c'est incroyable comment dire, la précision de la pub grâce à l'intelligence artificielle. Wow. La question qu'on se pose, on peut-tu faire des recommandations? Non. On ne peut pas. Parce que si on regarde 2023, c'est l'année passée, là. OK? Le stock de Meta est passé de 120 $ à 350 $. Exact. Bah. Ça fait mal, ça. Pour des gens qui ont vendu à 100, 180, ça fait mal. C'est ça. Le haut à vie de Facebook, le haut à vie, all-time high, OK? C'est 383 $ et 79 cents. Là, excuse-moi, c'est combien, là? On est dans 320 quelque chose. Hein? Ah, OK. Mais le haut à vie, c'est le 9 juin 2021. C'est le haut à vie. Mais n'oubliez pas, on parle d'analyse technique à un moment donné. Quand tu fais un breakout, c'est quoi un breakout à la bourse? C'est quand tu perces ton haut à vie. Quand tu perces ton haut à vie, il y a des investisseurs qui arrivent avec du fricot. Et eux autres, ils aiment ça beaucoup, des genres de breakout à la bourse. Donc, Facebook, présentement, ils peuvent peut-être, je ne sais pas l'état du marché, là, mais peuvent peut-être aller briser le haut à vie.
comme placement, parce qu'en ce moment, là, il y a du monde qui veulent mettre du cash dans des compagnies qui sont reliées à l'intelligence artificielle. Hein? Il y a une recherche présentement. Là. On veut mettre de l'argent, mais moi, je veux aller dans cette technologie-là. Je veux investir dans cette technologie-là. Peut-être que aller tout simplement dans Meta, mettre son fric, parce que Meta, présentement, leur intelligence artificielle pour leur business à eux autres, donne des résultats inimaginables, puis ça fait juste, quoi, à peu près même pas un an qu'ils travaillent là-dessus. Il y avait déjà une base, je veux dire, mais c'est tout nouveau. C'est Mendelssohn qui l'a dit à Davos. Moi, je pense que Facebook, c'est un bail. Thank you, man. C'était Jerry le boursicoteur. Yes! C'est toi. Le stock taponne. Ben oui. Dans un instant, Stéphane Gruyère. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. 100% Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com. Tiens, Stéphane Bruyère, habituellement, on jase avec lui dans le Prime, mais de temps en temps, on aime ça vous le présenter dans le live pour nous donner un peu d'espoir, tabarnache, savoir qu'est-ce qui peut se passer. Les chiffres sont sortis. Le Québec amène le Canada vers le bas. Je vous donne des chiffres comme ça rapidement. Baisse totale de mise en chantier au Canada. Ça inclut à peu près tous les genres de portes, là, que ce soit un condo à locatif ou à acheter, des maisons unifamiliales, peu importe. Donc, le Canada est en baisse de 8 % par rapport au même mois l'année passée. Mais la réalité, c'est que le Canada est à 2 % parce que le 6 % de différence, c'est l'écrasement total et complet de la construction au Québec, entre autres du marché de Montréal. On parle d'une baisse de 33 % pour le Québec, ce qui fait que le Canada est à 8 au lieu de 2. C'est le Québec qui amène le Canada vers le bas et de loin. Il n'y a plus rien qui se bâtit à Montréal. Même encore là, certains projets de construction locatifs, quand on fait les calculs, ça n'arrive pas. Le prix demandé par mois, c'est beaucoup trop élevé. Donc, il y a des projets qui sont arrêtés, tout simplement. Il n'y a aucune maison unifamiliale ou à peu près qui se bâtit dans la région de Montréal. Région de Québec, très au ralenti. Il y a seulement 2 régions au Québec en hausse, la région de Trois-Rivières et la région du Saguenay. Les autres, c'est des grosses baisses, aux alentours de 30-40 % à peu près. Donc, on n'a pas vu ça depuis 1955 en passant. Donc, c'est assez catastrophique. C'est un mélange parce que je veux dire, les taux d'intérêt aux États-Unis sont, avec des taux de 30 ans, sont un peu plus élevés qu'au Canada parce que c'est pour 30 ans, donc c'est aux alentours de 6,45, 6,90, 6,95, dépendamment de ce que vous cherchez comme produit. Au Canada également, il y a des gens qui ont les mêmes taux d'intérêt que nous avons au Québec. Donc, qu'est-ce qui fait que le Québec semble plus touché que partout ailleurs en Amérique avec l'augmentation des taux et que l'économie a carrément arrêté, Steph? Bien, la capacité de payer en premier. Puis la deuxième aussi, les rendements au niveau du locatif. Il y a beaucoup de projets locatifs qui ne décollent pas actuellement. Des gens, tu parlais tantôt de la région de Montréal, j'ai des contacts là-bas, puis les gens ne veulent pas construire, ils ne veulent pas commencer à... Tu sais, comme tu disais, il va falloir charger trop cher par porte, donc ils ne décollent pas les projets. Fait qu'il n'y a rien qui se construit. OK, mais ça, c'est le constat, mais avez-vous des idées? Je sais que toi, tu es dans les prêts, puis t'es pas dans la construction, puis t'es pas vendeur de maison non plus, mais est-ce qu'on a une idée, des fois, dans les Benjamin Thor, les gens qui sont des gens dans les banques, est-ce qu'ils ont une idée de pourquoi ça? Pourquoi, oui, ça ralentit un peu partout, mais pas comme au Québec. Pourquoi le Québec? Et ici, il faut trouver les causes de ça à un moment donné. Là, je veux dire, on peut pas juste faire un constat et arriver avec des stats, parce que là, il y a 100 000 personnes de plus sur l'île. On a 1 million d'immigrants de plus au Canada par année depuis 2 ans. Il rentre encore du monde à pocheter. Je peux croire qu'il y a des gens qui disent « Ben ouais, mais l'immigration, on le sait que quand on rentre un immigrant, on crée quasiment une demande d'un autre immigrant juste pour les services qu'il a besoin. » Mais dans les faits, je veux dire, si on est rendu avec juste du monde de 70 ans, on a besoin du monde nous torcher dans un CHSLD, ça prend quelqu'un quelque part va le faire. Là. Donc, s'il n'arrive pas d'ici, il faut qu'il arrive de quelque part ailleurs. On n'a pas le choix. Donc, il rentre des gens à pocheter, que vous soyez pour ou contre, là, je veux dire, quand vous allez avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous,
Vous allez entendre parler en espagnol quelqu'un qui arrive de la Colombie, vous allez être content, tabarnak, vous ne poserez pas de questions sur l'immigration. Vous allez aimer mieux entendre parler espagnol puis quelqu'un qui a une croix dans le cou que quelqu'un qui ne vient pas. Là. D'après moi, mon feeling, c'est ça. Mais ça, ça demande plus de portes parce que là, on a plus de monde. Donc, ma question, c'est ça. Là. Est-ce que les spécialistes que toi t'entends, je sais que tu es branché, est-ce qu'ils ont une idée de pourquoi la correction, elle est quasi uniquement québécoise? Non, sauf qu'on est prêt à arriver avec des programmes pour aider à construire. Puis écoute bien celui-là, la semaine passée, on avait une rencontre avec les gens de ma compagnie, puis il y en a un qui est beaucoup dans le multi, lui. Il travaille beaucoup avec les entrepreneurs en général. Puis là, il parlait de programmes comme dans les années 50, 40, 50, là, des projets pour on appelait ça les maisons de militaires dans le temps. Donc, des containers, on va construire avec des containers, puis là, ça va partir la mode là-dedans. Oui, excuse-moi, ça marche pas. Là. Si on est prêt à rentrer le monde pour rester quelque part dans les containers, là, ça marche pas. Là. Ben, il y a des projets de containers que j'ai vus qui sont très intéressants, là, mais si c'est juste une maison dans un container, puis là, le container, vous savez ce qui va arriver. Là, à un moment donné, on va arriver au bout du container. Puis quand on va appeler une compagnie de container qui va vouloir nous en faire un, ben le container, il ne coûtera pas 5 000 $. Il va être rendu à 50 000 $, parce qu'il y aura trop de demandes, puis les autres, ils vont être pas capables de fournir, etc. On sait que ça va. C'est une patch qui ne durera pas très, très, très longtemps. C'est ce que je pense aussi. C'est un peu de la folie, mais tu sais, je comprends. Là, il y a un buzz sur ce genre d'affaires-là. Ils font le squelette de la maison avec plusieurs conteneurs. Puis à partir de là, ils recouvrent, puis ils font toutes leurs pièces en fonction. C'est un peu sauté, à patente, là, mais j'ai vu ces affaires-là. C'est intriguant, mais c'est certainement pas la réponse, c'est certainement pas la solution à nos problèmes. Là. Pourtant, on est le Canada du bois en masse, là, et pourquoi on ne construit pas? Ça devrait être assez simple. Là. Ben, OK, je vais me faire l'avocat du diable sur les conteneurs. Moi, je pense qu'un des problèmes, bon, tu le dis, tu as dit le revenu qui nous reste dans nos poches. On a les gouvernements les plus voraces probablement au monde. Quand je parle des gouvernements, c'est le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les villes et toutes les gugus alentour de ces affaires-là. La SAQ qui vous charge la piquette à 5 $ à 22 $. C'est ça. La Hydro-Québec qui nous avait promis du courant pas trop cher parce qu'on est dans un climat nordique, puis ils nous ont demandé de tout enlever, ce qu'on avait d'huile, puis de ce que tu veux, parce qu'on allait avoir l'électricité pas chère pour le reste des jours. Ce n'est plus vrai. Donc, il y a un paquet de monde qui charge, ils mettent des photoradars pour pogner le monde. Ensuite de ça, avec tout ce qui est arrivé, c'est que toutes les entreprises sont fourrées de par ce qu'on a fait pendant la COVID, avec le manque de main-d'œuvre, l'inflation qui est arrivée avec l'imprimage d'argent, ce qui fait qu'on est rendu avec une pizza 9 pouces à 25 $ et que le restaurant qui fait la pizza 9 pouces à 25 $ n'a plus de monde et qui doit fermer après 50 ans de business. Tout ça est interrelié. Puis les normes de toute l'industrie qui fait que c'est plus... Moi, je viens de bâtir, là, je sais de quoi je parle. C'est énormément cher. Donc, que tu fasses faire ta structure chez une compagnie qui en fait, ou que tu la fasses faire par des charpentiers qui la font directement sur place, même si on a du bois à pocheter, premièrement, le bois, on le paye moins cher qu'ailleurs, même si on en a à pocheter à côté de nous autres. Deuxièmement, monter une structure de maison, monter une charpente de maison chez nous, Chris, c'est un prix de fou comparativement à ailleurs. Si on avait moins de règles, s'il y avait moins de syndicats, s'il n'y avait pas de CCQ, si on pouvait engager des gens qu'on veut et qui arrivent juste de temps en temps, un genre d'inspecteur pour venir voir si la job est bien faite. Moins de corps de métier pour que ça soit plus rapide. Donc, je pourrais te dire que l'idée au Québec d'un conteneur ou 2 ou 3 qui sert pour structure de la maison, ben c'est sûr qu'on va s'en aller par là parce que monter une structure de bois... Hey, moi, je me rappelle, ma maison que j'ai bâtie en 2000, j'ai sorti les factures à un moment donné pendant que je prévoyais la construction de la nouvelle maison. Hey, ça coûtait rien en 2000 lever une charpente de maison. C'était une joke. Hey, ça coûtait 13-14 000 $ pour une maison assez grosse. Quelqu'un qui voulait rajouter un garage, c'était 10 000 $. Oui, mais maintenant, le garage, tu veux le rajouter, il est 50 000. Tu sais. Mais quelle trappe pareil? Parce que tu as l'association des professionnels, des courtiers immobiliers qui disent
que 2024, autrement dit, tu sais, veut dire les prix des résidences, le prix des propriétés, ça veut dire, les prix vont se maintenir. Là, tu sais. Mais l'affaire, c'est que le couple de 30 ans, là, les deux jeunes de 30 ans qui ont ramassé un petit peu d'argent, mais là, tu sais, ils savent pas trop, là, ils sont en appart. Là, ils s'en fourrent, eux autres. Mais l'affaire, c'est que s'il n'y a pas, comme Jeff, tu viens de le dire, s'il n'y a pas de construction de nouvelles maisons, la maison à Charlesbourg, sa rue, telle affaire, qui a été bâtie en 82, elle est à vendre. Mais elle ne peut pas baisser de prix, Calvas. Ben non, parce qu'il y a 10 acheteurs pour une maison. Ben voilà, c'est ça l'histoire. Fait que qu'est-ce qu'ils font les flots de 30 ans? Ben ils se disent, ouais, ben là, on est en janvier, on va rester en appartement encore pour 1 an. Parce que là, ils disent à leur propriétaire, ben là, on va faire un autre tour d'1 an. Mais normalement, eux autres, ces deux flots-là, ils seraient rentrés dans le marché. Là, ils viennent de signer encore pour 1 an leur appartement. Mais ils vont être clients quand si tu ne peux pas bâtir des maisons plus abordables. Tu sais, comment ça, patente, là? Là, il faut que tu attendes quoi, là? Faut moi, j'ai avisé ma blonde que nos filles vont être à la maison jusqu'à 35 ans. Est-ce qu'il va falloir attendre dans 10 ans ou dans 15 ans où ce que là, il va y avoir un genre de... On va le dire, les vieux vont partir. Puis là, il va y avoir vraiment une espèce de coup... vraiment un coup démographique que les vieux, ça va être un arrière de l'autre. Puis là, peut-être que là, il va y avoir quelque chose. Mais pour les prochaines années, Christophe, tu viens de le dire, tu veux monter une maison, une charpente, ça coûte les yeux de la tête. On est fourré des deux bords. Là. Mais les flots qui ont 30 ans, là, à un moment donné, eux autres, faut qu'ils bougent. Là. Mais s'ils ne bougent jamais, mais Christophe, tu viens de passer une génération, pas de maison. Là. Ces flots-là, ils n'auront jamais de maison. Là. Mais ça risque d'être le cas de plusieurs. Mais c'est donc bien triste. Jean-Do, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Oui, exact. Avec la hausse des taux, en plus de ça, comment veux-tu être propriétaire aujourd'hui? Joamel, lui, t'es dans les taux, t'es dans les prêts, c'est ce que tu fais comme prêt hypothécaire. Tu conseilles les gens, Stéphane Bruyère, stéphanebruyère.com si vous voulez avoir Steph. Joamel nous a dit tantôt, lui, je suis d'accord avec lui, il y a le marché achète deux affaires. Soit une légère baisse de peut-être 0,25, peut-être maximum 0,50, mais il y a aussi beaucoup de gens qui voient dans le marché, il y a beaucoup de gens qui voient en 2024 flat, rien qui bouge. Contrairement à ce qu'on entendait il y a 3 mois, il y a 4 mois, ça pourrait rester là. La Banque centrale, la Fed, en fait, aux États-Unis, qui est probablement le guide de tout ça, il n'y en a pas d'inflation en ce moment aux États. En fait, il y en a beaucoup moins. Mais il sent qu'en dessous, il y a quelque chose qui grenouille, qui n'aime pas trop. Toi, tu vois quoi? Je sais que tu écoutes là, les conférences, puis plus souvent qu'autrement, quand on le regarde 6 mois ou 1 an plus tard, toutes ces prédictions-là ne valent rien. Là. Mais est-ce qu'au Canada, il y a encore des gens qui croient vraiment à ça qu'en 2024, il risque d'avoir une genre de petite correction de peut-être 1 demi-point, 3/4 de point pour les taux d'intérêt ou de moins en moins, on commence à sentir ça? Parce que là, les chiffres qui sont sortis hier sur l'inflation au Canada et au Québec, c'est sûr que ça amène rien de bon pour les gens qui pensent que les taux d'intérêt vont baisser. Là. Si on regarde depuis 1 mois, les taux d'intérêt ont baissé. Aujourd'hui, j'ai du 4,99 en bas de 5 5 ans fixe. 4,99. Pourtant, un taux variable va être à 6,30, ce qui est un peu illogique. Là. Puis c'est la même affaire quand tu places de l'argent. Là. Mettons que tu gagnes, tu as 20 millions. Tu as gagné 20 millions, tu t'en vas à la banque, tu dis, je vais placer mon 20 millions. Je vais le placer pour 5 ans. Mettons qu'on 1 million par année. On va te donner un rendement de 3 pour 5 ans. Mais si tu places ton argent pour 6 mois, si tu places ton argent pour 6 mois, ben on va te donner 6. C'est pas logique. OK, c'est comme à l'envers. C'est exactement ça qui arrive dans les prêts hypothécaires. C'est la même affaire, c'est les obligations. L'ADN d'un taux fixe, c'est les obligations. C'est ça qui arrive actuellement. Donc, c'est un peu comme les obligations. C'est exact. Parce que les obligations, plus tu étais là longtemps, plus ils disaient, ben écoute, il peut avoir un bord et de l'eau, il peut avoir quelque chose. Donc, si tu mets 20 millions pour 5 ans, on va donner un meilleur taux que si tu serais juste avec moi pour 6 mois. Ben, en principe, c'était ça. Là. Oui. Et ça, c'est plus ça. Là. Non. Et c'est la même chose dans les hypothèques. Oui. Fait que là, on a un taux à matin. Là, j'ai 4,99, 5 ans fixe en prêt assuré CHL. Puis j'ai 6,30 en variable. Essaye de convaincre quelqu'un, toi, de prendre un taux variable. Ben oui. C'est moi qui n'est pas très variable parce qu'à cause des pénalités et toute la patente qui va avec.
va dire de quoi. Puis, ça veut dire que quelqu'un. Mais les madames dans le couple veulent avoir la paix avec le 4,9 %. Oui, c'est sûr. Mais si jamais il arrive une séparation dans 2 ans puis ils veulent casser le prêt. En espérant que les taux n'ont pas baissé pour pas qu'il y ait une claque, une pénalité de quoi 12 000, 14 000, 16 000 C'est ça, pénalité. exact. Mais ton 4,99, il était à combien il y a un mois? Il est à peu près à 5,79. Comment? 5,79 à peu près. Donc, Quand tu regardes les obligations du Canada, là, Jerry, regarde depuis un mois, vraiment les obligations du Canada sont en baisse. Quand les obligations sont en baisse d'un pays, que tu t'appelles l'Argentine, que tu t'appelles l'Italie, que tu t'appelles la Grèce, tu t'en vas en récession. On retourne au même point qu'il y a 5 ans, en 2019. On est à la même place. Ben là, tu me parles de plusieurs pays douteux. Là. Argentine, Italie, Grèce. On n'est pas dans la grosse gang. Là. L'Argentine, il reste juste une chaîne de ça. Là. Oui. C'est tout ce qui reste dans le pays. Là. Soyons optimistes par rapport au Canada. Oui. Oui, soyons optimistes. On est très optimistes. L'optimisme vient du fait qu'on va colisser dehors le gars qui nous a mis dans la marde. C'est ça. C'est ça. Notre optimisme, il est là. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'il parte, lui. Non, mais il est encore pour tout. Lui, ça va aller en 2025. Là. Lui, il va tout faire à run. Là. Fait qu'en 2019, les taux d'intérêt étaient en train de baisser, les obligations étaient en train de baisser. Puis là, il est arrivé le COVID. Fait que là, les taux d'intérêt sont tombés à terre. Là, aujourd'hui, moi, je pense que les taux d'intérêt, il y a peut-être 6 mois, les taux d'intérêt étaient vraiment trop hauts. Mais ils sont encore hauts aujourd'hui, puis ils n'ont pas le choix de garder ça de même. Tu n'as pas tort de dire peut-être que la Banque du Canada va attendre avant de diminuer le taux directeur. Mais soyez pas surpris que quand la Banque du Canada va baisser le taux directeur, ça va se faire à coup de 0,5 %. Là. Parce qu'ils ont monté assez raide, là. Ça a monté raide en maudit, là, la Banque du Canada. Ils baisseront rien. Là. Baisseront l'inflation encore à 4 quelque chose. La bouffe est encore en haut de 4. Là. Ils baisseront rien, là. Ils baisseront rien, là. Puis les gens ne comprennent pas que si on donne à 800 000 employés 25 % d'augmentation sur... parce qu'il y en a là-dedans, là, les plus élevés vont gagner 25 % de plus, 24 points quelque chose. OK? Ça, là, de remplir le marché de nouvel argent, n'existe pas cet argent-là en passant. Là. C'est de l'endettement. Là. OK? C'est de l'endettement. On ne l'a pas. Là. Ces milliards-là, on les a pas. Là. On est en déficit au Québec. Là. Donc, on prend de l'endettement, puis on donne des nananes à du monde pour qu'ils rentrent dans le classe puis qu'ils aillent à l'hôpital. OK? C'est ça qu'on fait. Là. C'est ça qu'on fait. Et là, cette correction-là, que pas grand monde ont en passant, là, à part les employés de l'État, là, ben, eux autres, vu qu'ils sont nombreux, ne sont pas en train d'aider l'inflation. Là. Si vous dites, hey, mon ami Chris, ils vont-tu y baisser, tabarnak de taux? Ben, ils ne peuvent pas y baisser. Ils vont y baisser quand l'inflation va se mettre à baisser. Mais l'inflation va se mettre à baisser quand on va être sérieux dans nos patentes puis qu'on va être discipliné. C'est sûr que si à chaque fois quelqu'un cogne à la porte puis il dit, oh, Chris, je vais avoir 20 % d'augmentation du cadran. Ben, à chaque fois qu'on dit oui, ben, on est en train de continuer l'inflation. Hein? Je veux dire, c'est pas compliqué, là. Il faut si on veut continuer, si on veut arrêter, si on veut continuer le même, il n'y a pas de problème. Si on veut continuer le même, on peut se faire semblant que, on monte les salaires. Là, mais au bout de 3 ans, on calisse. Tout augmente encore de 4 % par année. C'est quoi qui se passe? Ben oui, mais on a complètement perdu la tête. Donc, c'est le bout. Je sais qu'au niveau économique, on n'est pas un peuple très, très. Ça ne nous a jamais vraiment attiré de parler d'économie. Ça n'a jamais passionné personne. Mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir en parler. Là. Il va falloir commencer à réaliser que ce que nous avons là, c'est pas de la faute de la Banque du Canada. Là. La Banque du Canada, elle a réagi à des gaffes qu'elle a faites. Et tout le monde était content quand ils ont imprimé du cash. Tout le monde en avait ça arrivait gratis dans le compte de banque. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Là. Il n'y a personne... Moi, j'en connais une couple. Il n'y a personne qui s'est élevé sur la scène publique dans le monde politique d'un journaliste. Il y a juste une couple de gars d'une station de radio bizarre dans le podcast qui l'ont dit. On les connaît, là, on les connaît. On les connaît, des hosties de tannants. Puis les autres, tout le monde était content. Hey, Chris, c'est le fun. Tellement le fun que Radio-Canada, cette semaine, demandait à l'émission de Radio-Canada, coudon, est-ce que vous ennuyez de la COVID, le confinement? Il me semble qu'on a les blues un peu, hein? Chris, on peut retourner en confinement. Voulez-vous avoir de l'inflation à 8? On peut retourner 2 ans, si vous voulez, là. Avez-vous parlé, vous autres, de la CUEC, le programme d'aide aux entreprises, n'avez-vous parlé? La date le deadline est demain, hein? Oui, c'est demain. Ça va ceux qui n'ont pas remboursé aujourd'hui, si t'as pas l'argent pour rembourser demain, tu tires ça à la plug, là. Ouais.
Puis Chris-nous patience. Puis Chris-nous patience. Tu sais comment ça. Tu sais ce qui va arriver. Là. On est dans une année électoraliste. Donc, Trudeau va dire, ben garde, je viens de décider que je donne à tout le monde la possibilité de demander pardon. Puis, c'est tout. Et tous ceux qui ont été disciplinés, puis qui ont fait la job, qui ont remboursé dans les fenêtres qui étaient prévues, puis qui ont fait des sacrifices pour le faire, eux autres, ils n'ont rien. Trudeau va sortir un C'est encore les losers qui vont avoir les breaks. Si ça arrive, c'est hot en tabarouette, là. Parce que ça, là, le remboursement, c'est 60 000 sur 35 mois, 5 de taux d'intérêt. Si tu ne payes pas? Ils ont fait un prêt à 40 000. C'est 60. Mais si tu rembourses 40 000, on t'escompte un 20 000. Ah, c'est ça. Mais là ces dates-là sont passées. Là. Non. Il était techniquement le 31 décembre. Ils l'ont poussé au 18 janvier. TD, actuellement, les ils gens ont eu 60 500. 000 ils ont 40 000 à rembourser. Je pensais qu'il y avait une date de fin pour ça. Ça devait être le 31 décembre. Ils l'ont repoussé au 18 janvier. TD, actuellement, ont entre 200 et 500 demandes par jour de PME qui veulent un prêt personnel pour essayer de le rembourser pour sauver le 20 000. OK. Ouais, c'est ça l'histoire. OK, je pensais que le 20 000, il y avait une date bien avant ça, parce que les gens hyper disciplinés. Moi, je l'ai pris pour l'entreprise parce qu'on ne savait pas ce qu'on s'en allait. Mais rapidement, on l'a remboursé parce qu'on n'avait pas besoin finalement. Mais parce que là, rappelez-vous, là, en mars, il n'y a plus un annonceur. Là. En mars, tu as des salaires qui passent dans le compte de banque, mais il y a tout l'argent arrête. Là. Puis ça, on ne sait pas trop pourquoi. Là. On ne sait pas trop encore pourquoi. On voit des affaires à TV, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais ils ont décidé de tout arrêter. Là. Donc là, ils ont été obligés de faire quelque chose. Mais rapidement, les gens sérieux ont tourné ça. Là. Merci, bonsoir. Pas eu besoin de ça. Là. Mais les autres qui ont étiré ça jusqu'à la fin, donc ils veulent avoir le 20 000 de break et sont prêts à payer 5 % sur un prêt de 60 000 pour avoir le 20. Et qui se partent des GoFundMe. Ils n'ont pas obligé d'emprunter 60 000, ils ont juste besoin d'emprunter 40 000. Ben, c'est pour ça qu'ils se retournent vers les banques pour emprunter 40 000. Ouais. Ben, beaucoup de restaurants vont fermer. Là. Oui. On a vu une vague, là. C'est tout relié à ce 60/40 000 là. C'est sûr que c'est ça qui se passe, là. Il y en a qui disent, OK, ça c'est vraiment trop gros, je suis pas capable. Il y a plein d'affaires que j'ai plus de salaire, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, j'ai un déficit un peu, mais là, c'est 60 000 ou 40 000, oublie ça, je suis pas capable. Là. Donc là, il y en a. C'est là, pour ça qu'on est dans un crunch pour plusieurs entreprises. Oui. Ils n'ont pas été bien gentils, là. Fermés avant la fête des mères, avant Pâques, c'était pas bright, là. Quand t'étais. Pour les coiffeuses, les restaurants, ça n'a pas été très gentil de la manière qu'ils ont payé. Ouais. Là. Mais sais-tu quoi? Je connais 3-4 restaurateurs qui sont allés sur les tribunes pour dénoncer ce qui se passait. That's it. Il n'y a pas eu ben. J'avais même le feeling que beaucoup semblaient bien dans la patente. Moi, c'est quoi l'histoire, là? C'est quoi qui se passe? Dans un monde normal, ils nous ferment en mars, on se rend compte en mai qu'il ne se passe rien. OK? Des vieux qui meurent dans des places, les gens n'ont pas d'affaires là-dedans, les clients n'ont... On sait c'est où que ça se passe. Ça se passe dans l'hôpital, ça se passe dans les places personnes âgées. OK, that's it. Si tous les restaurateurs ouvrent le 1er juin... Ils peuvent rien faire. Il manque de police, là. Non, ils peuvent rien faire. C'est sûr que c'est 4 restaurants qui veulent le faire. Non. Fini, là. Oui. Mais si tous les restaurants, avec l'association des restaurants, disent voilà. Enough, on va mourir, on ouvre le 1er juin, tout le monde est ouvert, vous viendrez nous former. C'est que tu penses qu'il arrive. Il arrive à rien. Il arrive à rien. Le gouvernement perd. Voyons, le gouvernement perd. C'est facile à battre, le gouvernement. Sacrement, les gens n'ont pas de fonds de pension, sont d'un câble. Voilà. Ils s'en vont en grève, ils gagnent. Sont-tu faciles à virer de bord, le gouvernement, tu penses? Imagine-toi, toi. Ils se ramassent des dizaines de milliers de restaurants qui vivent tout en même temps, la même journée. Les tracteurs à Berlin dans la rue, là. Ils peuvent rien faire, hein? Ils peuvent rien faire. Les camions?
Les camions. Oui, les camions, ils ont plein le casse, les affaires green, puis des taxes, puis des patentes de pétrole. Hey, thank you, Steph. Attention à toi, mon ami. T'as l'air malade pas mal. Ouais, on relaxe. Tabarnache. Qu'est-ce que je te dis? Ah oui. En tout cas, regarde, tu l'as. Une fois que c'est fait, c'est réglé. C'est ça. C'est ça, patente. C'est 4-5 jours de merde. Stéphane Bruyère, si vous avez besoin de lui, même s'il renifle un peu, il est au poste. Donc, si vous avez besoin de lui pour votre renouvellement hypothécaire, Stéphane Bruyère à stéphanebruyère.com. Tiens à toi. Merci, Jerry. Yes, merci, sir. Steph. Merci au producteur, Mr. White. Mr. White qui est tranquille, là. Merci. Il tousse. Il est là. Asti qui tousse. Il dit que c'est correct. Pauvre lui. Désolé. Pauvre lui. Il tousse, c'est l'enfer pour lui. C'est moi Thank qui ai you, donné Mr. ça. White. Et merci à Joamel. Merci à Alec sur le Prime. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui quand on a eu pas mal d'affaires. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le mercredi. Demain, on lance le week-end en passant. Mais on lance le week-end avec l'aubergiste. C'est une journée de fun le jeudi. On tombe déjà en week-end. C'est Déjà. l'endroit dans le monde où on lance le week-end en premier. C'est nous autres. See ya! Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat.